Bienvenue dans cette nouvelle table de discussion Empire Solo sur le sujet aujourd'hui de la formation. On va se poser la question, dans un marché qui est de plus en plus démocratisé, comment on peut tirer notre épingle du jeu dans ce marché justement qui est toujours plus concurrentiel. Donc, pour en parler avec nous, on a la chance d'avoir des professionnels de la formation en Stéphane Mignot, Joanne Martel, Mélina Dufour et Manuel Constant. Donc, avant de vous laisser la parole pour faire un petit tour de table, pour vous laisser vous présenter, juste au cas, pour ceux qui ne sauraient pas c'est quoi Empire Solo, en fait, Empire Solo, c'est un écosystème pour solopreneurs. On aide les solopreneurs à atteindre leur idéal de succès. Donc, c'est d'abord un parcours de formation, d'accompagnement et des projets pratiques. Et en périphérie, il y a des ateliers experts, dont il y a certains des experts autour de la table qui vont donner des ateliers. Il y a des tables de discussion comme on fait aujourd'hui, des événements réseautage et une plateforme en ligne. Donc voilà, on va commencer le tour de table. Commençons par celui qui est à ma gauche sur l'écran, Stéphane. Voilà, je t'invite à te présenter et peut-être nous dire comment tout a commencé pour toi au niveau de la formation, comment ton parcours, comment ça a commencé, comment ça a évolué et où tu en es aujourd'hui dans ta pratique. Alors, content d'être avec vous aujourd'hui. Stéphane Mignot, psychologue. Et je vais vous avouer, je me définis de plus en plus comme étant un pédagogue avec qui porte un chapeau de psychologue. Fait que j'ai réalisé que dans mon essence, je suis surtout un pédagogue. Quand j'ai commencé à pratiquer en bureau privé, à mon compte, en 2004, ça n'a pas été long que j'ai commencé à concevoir des conférences, à en animer. Et j'ai eu la piqûre. Et puis, au fil des ans, je concevais une conférence par année ou par 2 ans. Ce qui fait qu'au bout de, là, ça fait déjà 20 ans que je pratique, j'ai conçu une vingtaine, pas une vingtaine, pardon, une dizaine de conférences, 3 formations. Les formations, c'est des formations plus longues pour des professionnels de la santé mentale, un atelier pour des gestionnaires, plus des conférences sur des sujets un peu plus pointus comme la fibromyalgie. Donc, c'est un peu comme ça que ça a commencé. Je pense qu'il y avait déjà cet élan-là, ce goût-là, cette envie de partager des connaissances avec les gens, avec des contenus structurés. Et puis, je pourrais vous parler un peu de ma perspective, comment on conçoit une conférence ou une formation. D'accord. Principalement, tes conférences, tu les offres en entreprise, c'est ça? En milieu de travail, ça s'adresse au grand public. Les formations, c'est plus d'une journée ou deux, c'est plus pointu pour des professionnels de la santé mentale. Et l'atelier de 3 heures, ça s'adresse plus aux gestionnaires. D'accord. Mais c'est ça, tu te fais embaucher par les ressources humaines ou par les entreprises pour venir Oui, le gros des conférences, c'est en milieu de travail. Pour ce qui est des formations, je les organise moi-même la majorité du temps. D'accord, super. Mais merci beaucoup. On peut poursuivre avec Joanne de ton côté. Oui, bonjour, moi c'est Joanne Martel. Je suis conceptrice pédagogique, formateur, conférencière. Donc, j'aide les formateurs à développer des présentations multimédia qui vont respecter les mécanismes d'apprentissage de notre cerveau, qui est, comme on disait, l'outil le plus puissant pour apprendre quelque chose de nouveau. Ça fait à peu près une quinzaine d'années que je m'intéresse sur le sujet. J'ai été longtemps infirmière, gestionnaire, je viens d'un milieu, le système de santé, et j'ai vu beaucoup de formations et beaucoup de présentations ennuyantes. Fait que je me suis dit, il faut absolument qu'on fasse quelque chose avec ça. Et j'ai développé toute mon expertise dans les 15 dernières années par rapport à ça. Donc, c'est vraiment mon créneau. Super. Je sens que ça va être une belle discussion intéressante aujourd'hui. Mélina, de ton côté. Oui, bonjour, enchantée pour ceux qui ne me connaissent pas, Mélina Dufour. Moi, la formation, ça fait plusieurs années que ça fait partie de ma vie. Ma première job, c'était d'être monitrice de natation. Puis au début de la vingtaine, j'étais déjà formatrice de formateurs. Donc, je me promenais à travers le Québec pour aller former les futurs formateurs puis faire des évaluations de compétences. Donc, enseigner comment est-ce qu'on faisait pour évaluer des compétences. Je me suis formée éventuellement pour devenir plus formatrice en entreprise. Donc, comment est-ce que le cerveau là,
Joanne, j'aime ça quand tu parles du cerveau. Comment est-ce que le cerveau de l'adulte en entreprise apprend, puis comment est-ce qu'on va concevoir des programmes de formation qui vont faire en sorte que, oui, on va utiliser des formations qui vont être efficaces, mais que le programme aussi est conçu pour favoriser l'apprentissage de la personne. Donc, je travaille vraiment plus avec des organisations, des entreprises qui ont de la formation à offrir, puis qui veulent offrir un programme complet pour que ce soit efficace sur le long terme. Super intéressant. Donc, on va explorer ça aujourd'hui. Manuel, de ton côté. D'abord, je trouve que c'est vraiment une belle table avec très, très, très étoffée en termes de professionnalisme. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est plusieurs formateurs, mais il y a des formatrices de formateurs ou de formatrices. Ça devient. C'est ça le sujet du jour un peu. Donc, voilà. Bon, pour les gens qui ne me connaissent pas, Manuel Constant, je suis synergologue, formateur en communication non verbale. Moi, depuis 6 ans, je voue ma vie aux formations uniquement. Je ne vis que des formations. Je fais rien d'autre. Pas de coaching, pas de consultation. Je fais des conférences par la bande, mais je ne m'affiche pas comme conférencier. J'accepte les appels que j'ai. Puis pour moi, les conférences servent toujours à amener des gens dans mes formations. Donc, mon métier, ce n'est pas conférencier. Donc, c'est vraiment formateur. J'ai conçu des formations sur la communication non verbale, puis je travaille dessus. Moi, ça m'a pris 1 an et demi concevoir un parcours de 6 jours de formation. Donc, 18 mois à temps plein pour 36 heures. Là. J'ai un ratio assez que je pense que pas tout le monde qui a, puis c'est bien correct aussi. Là. En plus, je l'ai retravaillé, donc je suis très, très, très intéressé par la pédagogie. Là, on apporte un terme qui serait censé être l'andragogie, quand c'est l'apprentissage pour les adultes, mais on ne va pas emmerder les gens avec ça parce que en termes de marketing, quand on dit andragogie, personne ne sait c'est quoi. Mais donc, je suis pédagogue dans l'âme. J'ai été coach sportif longtemps, entraîneur au Kung Fu. Puis après ça, c'était formateur en synergologie, en communication non verbale. C'était l'échelon logique là, à suivre. Voilà. Intéressant. On va se lancer avec une première question. Dans le titre de la table, je disais, bon, il y a une démocratisation, un marché qui est plus concurrentiel, un marché aussi qu'on constate est en croissance. D'ailleurs, je l'ai validé, je voulais voir est-ce qu'il est réellement en croissance, ce marché-là. Au niveau de de la formation en ligne, il y a un taux de croissance annuel composé prévu de 17 par année. Ce qui veut dire que ça va passer de 2022 à 2030 de 200 milliards de dollars. Un marché, ça va aller jusqu'à 600 milliards. Donc, c'est réellement une croissance. Je vais le confirmer avant de l'affirmer. Donc, voilà, c'est un marché en croissance, mais mon impression, puis j'aimerais avoir la vôtre par rapport à ça, j'ai l'impression qu'il est de plus en plus concurrentiel, pardon, et de plus en plus casse-gueule pour les entrepreneurs qui veulent se lancer dans le marché de la formation. J'en vois beaucoup se lancer, avoir de la difficulté à vendre leur formation, bâtir de bonnes formations. Donc voilà, c'est quoi votre perception par rapport au marché actuel? Le voyez-vous comme une opportunité? Voyez-vous comme un défi? Trouvez-vous qu'il y a trop d'entrepreneurs peut-être qui se lancent dans le marché avec peut-être l'idée, souvent on va voir ça, les entrepreneurs qui veulent vendre de la formation en asynchrone, revenus passifs. Donc, ça contribue sûrement là, à convaincre certains formateurs de se lancer ou entrepreneurs, pardon. Donc, quel est votre avis par rapport à ça? Est-ce quelqu'un qui se sent d'attaque pour commencer? Je vois. Ah, Manuel, vas-y donc. On va y aller très rapidement là, parce je veux laisser beaucoup de place aux autres. Mais pour moi, déjà, en partant, si l'idée de créer des formations, c'est de faire de l'argent, c'est une mauvaise idée, selon moi. Là. De toute façon, c'est comme ça avec tout dans la vie. Là. Si l'idée de faire quelque chose dans la vie, c'est de faire de l'argent en arrière, bon, ça se peut que tu fasses de l'argent, mais ça se peut aussi que tu termines ta réputation, que tu ne satisfasses pas les besoins de tes clients. Il y a un paquet de trucs qui s'ensuit. Donc, s'il y a des gens qui veulent faire ça, c'est correct pour eux. Moi, je trouve pas que c'est une bonne idée. Donc, je pense qu'il faut se lancer dans la formation par passion avant tout. Après, ben, les gens ont le droit de faire plus qu'une chose dans la vie. Moi, c'est pas mon cas. Là. Je disais tantôt, je suis formateur uniquement. Il y a des gens qui veulent être conférenciers, formateurs, auteurs. C'est correct aussi, là, tu sais. Mais je pense que d'abord et avant tout, ça prend une motivation d'enseigner quelque chose plus que de faire de l'argent. Après ça, l'argent, il faut quand même penser à son modèle d'affaires pour faire de l'argent, là. Mais je pense que l'idée de se lancer avec des formations asynchrones pour faire du cash avec ça, c'est comme n'importe quoi d'autre. C'est encore une recette de gâteau tu sais, de toute manière, pour que ça se vende, il va falloir que tu mettes beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts en amont. Donc voilà, c'est mon opinion très rapide.
Quelqu'un d'autre veut faire du pouce là-dessus? Ben, je pense que je suis d'accord avec Manuel. Pour faire de la formation, il faut tout d'abord avoir une expertise. Puis dans un deuxième temps, il faut être motivé. Et on parle beaucoup des formations asynchrones, synchrones. Je pense qu'on s'enligne vers des formations hybrides parce qu'on veut augmenter le niveau de responsabilité des apprenants. Parce que dans l'ancien paradigme, on donnait une formation, puis c'était le formateur qui donnait tout, puis c'était terminé. Alors que je pense qu'on s'enligne plus maintenant vers une part de responsabilité de la part des apprenants versus le formateur. Donc, pour moi, c'est un petit peu ça l'avenir, c'est un petit peu comme ça que j'envisage. Au départ, je voulais tout faire ça en ligne, mais je pense que si je ne vois pas le formateur, moi, je n'ai pas de plaisir. Il faut qu'il se passe quelque chose. Il y a comme une énergie là, qui doit se passer entre les apprenants et le formateur qui va faire toute la différence. C'est intéressant que tu parles de responsabilisation parce que Mélina, dans ton atelier, c'était un des éléments clés, la responsabilisation de l'apprenant. Oui, vraiment. Puis là, je vais faire du pouce sur tout ce que vous avez dit, mais Joanne, je suis tout le temps d'accord avec ce que tu dis. La formation, puis là, ça rentre dans le sujet qui me tient vraiment à cœur. Là. En ce moment, ma conception de ce qu'on dit du mot formation, pour plusieurs, c'est pas de la formation, c'est plus de la présentation ou une conférence, parce qu'une formation devrait inclure plusieurs mécanismes, plusieurs types d'activités pour aider la personne à passer d'un point A à un point B, puis on l'amène dans sa transformation. Puis au Québec, en ce moment, parce que là, on parle de plus ici, il y a beaucoup de formations qui sont juste quelqu'un qui donne de l'information à la personne. Puis là, je vois Stéphane faire ça. C'est pas de la formation pour moi, ça. Puis ça, c'est quelque chose que j'aimerais changer. Puis j'aimerais que tout le monde ensemble, on puisse faire changer la vision populaire de ce que c'est de la formation pour justement faire en sorte que les gens aient accès à de la vraie, je m'excuse pour le mot vrai, formation qui va les aider à grandir en compétences. Puis pour ça, il faut qu'on se mette tout le monde ensemble parce que là, la vision populaire d'une formation, c'est je vais aller m'asseoir avec un café, je vais comme écouter la télé, le même principe de façon passive, hein, Joanne. Puis il ne se passera rien parce que le mécanisme en arrière d'apprentissage, c'est quelque chose qui est super difficile. Puis en fait, la problématique, puis c'est ce qui fait que moi, je suis retournée faire de la spécialisation, c'est que les gens, ils ne savent pas c'est quoi apprendre. On était jeunes, on nous a envoyés à l'école, puis on a appris à apprendre sur le tas, fait qu'on ne sait pas c'est quoi apprendre. Puis après ça, c'est nous autres qui ne connaissons pas comment le cerveau fonctionne, comment est-ce qu'on fait pour apprendre, qui donnons de la formation, mais on ne sait pas comment donner de la formation parce que juste ceux qui sont allés à l'université pour devenir prof pour les futurs enfants à l'école. Donc, ce que moi, j'ai voulu faire, dans le fond, de la pédagogie ou de l'andragogie, moi, c'est vraiment ça que je voulais enseigner. C'est pour ça que je me suis spécialisée à l'université. Mais ça, c'est comme réservé à une élite, alors que tout le monde enseigne dans la vie. Fait qu'il n'y a pas personne qui comprend c'est quoi les principes d'enseignement. Fait que tu veux avoir ma vision de c'est quoi de la formation, ben c'est pas nécessairement ce qui est proposé, mais pour vrai, c'est un beau modèle parce que tout le monde a besoin d'apprendre des nouvelles choses pour grandir. Fait que, tu sais, pour moi, là, d'aller faire une formation en synergologie, ça va vraiment t'aider dans la vie. De faire une formation en mécanique, ça va vraiment t'aider dans la vie. De faire une formation sur tout, c'est merveilleux, la formation. D'éduquer les gens, c'est vraiment superbe. C'est juste que faut que tu aies accès à quelque chose qui va être la bonne technique pour toi. Puis là, tu ne sais pas comment toi t'apprends. Fait que là, tu ne sais pas quelle formation choisir. Puis là, le formateur ne sait pas exactement comment les gens apprennent. Fait que là, le mix entre comment tu apprends, comment tu enseignes, puis qu'est-ce qui est proposé, c'est ça qui est plus difficile. Fait que, Joanne, la formation hybride, moi, définitivement, ça fait partie des choses qui va être de plus en plus de l'avant. Une formation asynchrone dans la formule qui est actuellement proposée, ben souvent la formation asynchrone, elle n'est pas toujours très réfléchie de façon à créer un parcours qui facilite l'apprentissage et les différentes techniques pour aider la personne à se transformer. Fait que ça va prendre plusieurs autres techniques, dont du hybride, ça va être une bonne idée pour combiner les choses. Je vais laisser les autres donner leur point de vue. Je vois Stéphane qui fait oui, puis tant pis. Bien, je trouve ça intéressant, l'angle que ça prend. Puis, tu sais, par rapport à l'idée de est-ce que de se lancer en formation, c'est une opportunité, là, ce que j'entends, c'est de dire oui, ça peut être une opportunité, mais à condition de prendre le temps d'aller chercher le bagage de compétences qu'on a besoin pour être en mesure d'offrir de bonnes formations.
Je pense que c'est un peu ça que j'entends là, par rapport à ce que vous dites. Stéphane, veux-tu faire du pouce un peu sur le sujet? Oui, en fait, je pensais au volet, par exemple, conférence. Peut-être je m'éloigne du sujet, là. Si on pense, par exemple, conférence sur la gestion du stress. Je suis certain, je n'ai pas fait de recherche sur Internet, mais je suis à peu près convaincu qu'on serait capable d'en trouver peut-être 50, 75, 100, peut-être plus. Alors, comment faire sa place et pas se laisser décourager, intimider par tous ces autres présentateurs, présentatrices, et, et j'essaie de faire abstraction justement de la présence d'autres offres, puis de me dire, ben, moi j'ai envie de livrer ce contenu-là de cette façon-là, se faire confiance et, et ce qui va être important, peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure, c'est dans la façon de présenter le descriptif de notre conférence, annoncer comment on va le traiter le sujet. Ça va être quoi les bénéfices, comment donner un aperçu un peu du contenu, sans tout dévoiler non plus. Puis, et c'est ça, pas se laisser déstabiliser par les autres offres sur le marché. Puis, malgré qu'il y a plusieurs offres, mes conférences sur la gestion du stress, j'ai pu les livrer, fait que je suis la preuve qu'on peut faire sa place, malgré les nombreuses offres, que ce soit en direct ou en différé. Puis en passant, pour voir un peu les demandes d'entreprises, là, des animations en présentiel, c'est encore la cote. Sinon, à distance et en direct. Donc, une web diffusion en direct, c'est encore en demande. Et ce que j'entends, c'est que les replays sont peu écoutés. Les gens préfèrent avoir du direct. Et c'est drôle que tu dises ça parce que la première question que tous les apprenants demandent, c'est est-ce que je vais avoir accès au replay alors que personne ne l'écoute? Tout un paradoxe. Mais là, j'ai envie de faire du pouce, moi, là-dessus pour la prochaine question, parce que ce que tu dis quand tu parles de, bon, OK, il y a peut-être une centaine de conférences en gestion du stress, comment se positionner hein, par rapport à ça? Là, on parle de positionnement. Comment vous vous positionnez ou comment on devrait se positionner par rapport à cette offre-là, justement, concurrentielle? Là, toi, tu parles, Stéphane, de dire, ben, OK, ta méthode à toi, c'est de dire, je regarde pas, je me concentre pas nécessairement sur ce qui est fait, mais je me concentre sur ma conférence à Ouais. moi, ma perspective. D'autres choses à ajouter par rapport à ça? Peut-être Stéphane puis les autres? Là? Oui, en fait, ben, par exemple, si on pense à une offre de service, supposons qu'une entreprise nous a trouvé ou on a été recommandé par quelqu'un. Quand on envoie un devis, soumission, offre de service, je trouve important d'avoir une section résumé de CV dans lequel on montre bien en quoi on est compétent pour parler du sujet. L'autorité. L'autorité, donc par l'expérience, par l'éthique professionnelle. Donc, c'est sûr que par rapport à d'autres, étant psychologue, j'ai un certain avantage par rapport à un autre qui ne serait pas psychologue, de parler de gestion du stress. D'autres personnes peuvent en parler. Mais moi, c'est un peu une carte dans mon jeu, un atout, si on veut. D'être psychologue, d'accompagner, ben, ça fait tant d'années que j'accompagne des gens qui vivent du stress, de l'anxiété. Fait que, tiens, ça ajoute aussi de la crédibilité. Que j'ai présenté cette conférence-là, que je présente des conférences depuis tant d'années. Donc, montrer en quoi on est crédible, qu'on a la compétence pour parler du sujet. Fait que ça, c'est un élément incontournable. Okay. Fait qu'il y a un angle de ton positionnement qui est vraiment focalisé sur les preuves de crédibilité dans ton cas. Et Oui. tu as d'excellentes preuves, donc c'est sûr que ça joue à ton avantage. Pour les autres, voulez-vous faire du pouce là-dessus par rapport au positionnement? Comment on devrait se positionner comme formateur? Ben moi, j'ai le goût de dire que, tu sais, Céline Dion a fait de la super bonne musique, mais qu'il y a plein d'autres chanteurs. C'est pas parce qu'il y a une personne qui fait un sujet de sa façon que les autres vont pas fonctionner. Puis même des fois, tu peux consommer la musique de plusieurs personnes, puis tu vas aller chercher des choses différentes de chacun. Puis je pense que sur un même sujet, ben il y a une journée, une formation, conférence de un va venir t'amener quelque chose, puis celui de l'autre va venir t'amener d'autres choses parce qu'il l'a dit et son activité était différente. Tu vas aller chercher quelque chose de différent. Puis même la conférence de Stéphane, tu l'écoutes aujourd'hui, tu l'écoutes dans 6 mois. Ce que tu vis n'est pas pareil. Ce que tu vas aller chercher va être différent aussi. Donc, il y a de la place pour tout le monde. Ce qui est important, c'est plus de savoir, puis là,
tu le disais tantôt, Stéphane, tu sais, le résumé de ce qu'il y a dedans, quel type d'activité. Puis si les gens ils apprennent à mieux se connaître puis à connaître leurs besoins, puis que le formateur ou le conférencier apprend à bien dire à qui ça s'adresse puis qu'est-ce qu'ils vont aller retirer, bien là, c'est que tu es capable d'aller mieux sélectionner qu'est-ce qui te convient à ce moment-ci. Puis moi, je pense que tu pourrais faire venir 3 conférences, formations sur le stress dans l'entreprise, puis les gens vont aller chercher des choses différentes de chacune parce que c'est ça qui leur parle à eux personnellement. Parce que responsabilisation, tout le monde est responsable de ce qu'ils vont aller chercher en tant qu'adulte. On n'est plus à l'école. C'est là que moi, je pense que tout le monde a sa place. Il faut juste voir à qui tu t'adresses pour vrai, puis qu'est-ce qu'ils vont venir chercher à tel moment pour être sûr de bien le commercialiser. Être bien conscient de qui on s'adresse. Malheureusement, je ne me souviens pas où je l'ai entendu, mais souvent, on parle en positionnement de s'assurer de bien savoir à qui on s'adresse et de créer un contenu qui va convenir à cette personne-là, à leurs besoins. Mais ce que j'avais entendu et que je trouvais pas mal intéressant aussi, c'est que on disait quand un artiste crée une œuvre d'art ou une chanson ou quoi que ce soit, ça vient de ses traits, puis il la crée pour lui-même, tu sais. Il fait une œuvre d'art pas pour plaire à n'importe qui d'autre qu'à lui-même, pour être fier de sa chanson, pour être fier de son œuvre d'art. Et on dirait qu'à travers ton discours, Mélina, je reconnais ça un peu, là, de dire, bon, OK, on va créer une formation qui va être à notre image. C'est sûr qu'il faut toujours s'assurer qu'il y a une audience qui va s'y intéresser, mais quand même, je trouve ça intéressant là, par rapport à ça. J'ai toujours dit qu'une formation, c'est un mix d'art et de science. Fait que oui, il y a une forme d'art et quelque chose qui est vraiment à soi. Il faut qu'il y ait une autre essence dedans, mais il faut aller utiliser ce qu'on sait puis ce qu'on connaît de la science pour être sûr de s'adresser à la bonne personne. Super. Je vois Manuel qui dit oui. Veux-tu faire du pouce là-dessus, Manu? Oui, je vais en faire, mais je vais les dames d'abord, Joanne en premier. En plus, c'est la journée de la femme. Ah oui, c'est Et vrai. après. Bonne journée de la femme, mesdames. Trop gentil. Merci, Manuel. Ben, écoute, je pense que l'idée de tenir compte de l'auditoire est quand même très important. On a une partie qui est notre core business, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on donne comme formation. Mais après ça, moi, je parle toujours de ça et j'ai toujours une rencontre avec les gens qui vont me mandater pour faire la formation. Et puis là, on va développer ensemble. Ça va être quoi les objectifs d'évaluation à la fin? Qu'est-ce qu'on veut que les apprenants finissent avec? Qu'est-ce qu'on veut qu'ils fassent avec l'information? Parce que c'est probablement la partie la plus importante. Parce que c'est bien beau donner des formations, mais si les gens ne font plus rien après, ça donne absolument rien. Moi, je dis souvent, la formation, elle commence après l'avoir donnée. C'est là que ça se passe. Donc, en termes de positionnement, je pense que c'est important de jouer sur les 2 plans, c'est-à-dire mon contenu versus leurs besoins, puis d'essayer de... Moi, je parle tout le temps de présentations qu'eux ont déjà fait, puis on essaye de décortiquer un peu qu'est-ce qui fonctionne pas, comment on peut améliorer. Donc, c'est très concret pour eux autres quand ils retournent dans leur milieu de travail, parce que le but d'une formation, c'est la transférabilité dans le milieu de travail. C'est pas dans la salle de classe. Il faut que ça s'applique. Il faut qu'ils le maîtrisent suffisamment pour que ça s'applique dans le milieu de travail, au travail. C'est ça que tu veux dire? Absolument. Mais je trouve ta perspective intéressante, Joanne, parce que tu es conceptrice pédagogique. Tu te fais embaucher sur des mandats spécifiques pour bâtir des formations. Et je me demande si dans ce cadre-là, où c'est un service très professionnel, une expertise avec un but très précis, s'il n'y a pas peut-être une différence par rapport à Stéphane, par exemple, qui va bâtir une conférence sur un sujet spécifique. Je ne sais pas si c'est... Est-ce qu'il y a une distinction entre les deux ou c'est moi qui... J'ai quand même un sujet spécifique qui s'appelle les présentations multimédia. Alors, comment les gens se servent de leur PowerPoint, comment ils se servent de leur Canva, comment ils se servent de leur Google Slide, ça, c'est un peu la base parce que la plupart des gens vont se servir de ça pour donner des formations. Fait que moi, je regarde avec eux comment ils vont se servir de ce médium-là pour s'assurer qu'ils vont capter l'attention, qu'ils vont faciliter la compréhension, puis qu'ils vont résister à la fameuse courbe de l'oubli 24 heures après la présentation. Donc, on voit tout ça dans le cadre de cette formation-là, mais on part de leur vécu à eux. OK, je comprends.
Je comprends. Manuel, par rapport au positionnement, il y a un élément des fois qui peut avoir un impact réel, hein, c'est le fait de se nicher ou d'avoir un créneau très spécifique. Dans ton cas, tu en as un. Un créneau, est-ce que ça t'aide? Est-ce que c'est un positionnement qui peut être intéressant? Qu'est-ce que tu aurais à dire par rapport à ça? Oui, pour moi, définitivement. Ben, justement, tu sais, j'écoute tout le monde parler, puis c'est quelque chose de toute façon que je vois depuis des années. Je me rends compte qu'il n'y a pas un formateur, il n'y a pas une formatrice qui est pareil, tout le monde a ses couleurs, mais au-delà de ça, le modèle est différent. Puis la façon d'approcher les clients ou pas est différente. Euh, Tu vois, tantôt, Stéphane disait quelque chose avec lequel j'ai une opinion divergente, mais c'est pas parce que je suis pas d'accord avec lui, c'est juste qu'on a deux façons différentes de procéder. Lui, Stéphane, c'est dans son offre de service qui inclut beaucoup de notoriété, crédibilité, autorité. Et moi, je veux pas faire ça parce que je me suis rendu compte que les preneurs de décision, quand ceux qui lisent l'offre de service, là, c'est le fun de connecter avec les ressources humaines. Là. C'est relativement facile, mais quand la personne signe le chèque, là, puis il dit: «Oui, oui, c'est bon, on fait rentrer la formation chez nous». Cette personne-là, normalement, a un type de personnalité qui est assez pressé dans la vie puis qui veut aller direct au résultat. Fait que moins il y a de texte, mieux c'est. Je me suis rendu compte que même 2 pages dans une offre de service, c'est beaucoup. Fait que moi, je réduis ça, je réduis ça, je réduis ça. Puis la manière pour moi d'établir l'autorité, notoriété, crédibilité, c'est mes apparitions publiques, dont les réseaux sociaux. Donc là, je suis pas en train de dire, je le répète, que l'approche de Stéphane est pas bonne du tout, du tout, du tout. Je dis juste que moi, j'ai une approche différente. Mais de toute évidence, il faut que tu fasses valoir ta notoriété, ta crédibilité en quelque part. C'est juste qu'on ne le fait pas au même endroit. Mais ça, c'est un gros apprentissage que j'ai fait, ce que je dis là, dans les offres de services. Là, c'est à la dure là, tu sais, de voir que tes propositions sont rejetées. Qu'est-ce que je peux faire de mieux? Tantôt, Joanne parlait de comment présenter efficacement. Ben, c'est ça, tu sais, un document de 8 pages, personne ne lit ça. Au même titre qu'on n'est même pas capable de lire un post où il y a 3000 caractères, là, ben, imaginez-vous 8 pages. Tu sais, donc, les gens sont pressés dans la vie. Et là, j'en reviens, puis je reviens à ta question sur le positionnement, mais je voulais tellement rebondir tantôt sur ce que Mélina disait par rapport à la courbe d'apprentissage. Puis, tu sais, moi, j'ai dit longtemps que j'aimais transmettre des connaissances. Puis, je me suis rendu compte un jour que c'est pas ça que je voulais faire, puis que je faisais, c'est que je forge des compétences. Donc, c'est vraiment la différence entre vomir de l'information à l'infini, puis faire en sorte que les gens s'en servent. Donc, moi, je m'attarde énormément à ça, mais il faut aussi savoir qu'on se bute à une réalité qui est de l'ordre des contraintes. On rencontre certains écueils, dont les principaux qui sont tout le monde veut le maximum d'informations en le moins de temps possible pour le moins cher possible. Fait que là, c'est beau de dire oui, oui, il faut forger des compétences, mais forger des compétences, ça se fait pas en 1 heure, puis ça se fait même pas en une journée. Ça se fait sur un parcours long. Donc, si oui, ben, je veux dire, on peut donner un truc, 2 trucs, 3 trucs, mais à quel point les gens les maîtrisent de toute manière. Moi, c'est pour ça que mon parcours à moi, puis c'est pas, je ne vais pas mettre les projecteurs sur moi, mais moi, j'ai choisi de faire un parcours de 36 heures, sachant que ce serait beaucoup plus difficile à vendre, mais moi, ça accorde avec mes valeurs, sinon je me sens inutile. Puis là, je l'ai mis à 36 heures, mais moi, si ça avait été de moi, il aurait duré 4 ans. J'aurais fait un parcours universitaire avec ça, tu sais. Mais là, il faut comme joindre l'utile à l'agréable. Donc, mon parcours public est d'une durée de entre 12 heures et 36 heures, selon le choix des gens. Et quand je vais en entreprise, ben là, je fais vraiment du sur-mesure, mais je fais comme Joanne aussi, je parle aux preneurs de décision, je veux comprendre leur réalité, leurs besoins, mais je leur fais aussi comprendre que si vous prenez une formation d'une heure, on va semer des graines, là, on va créer du divertissement, ça va être le fun, mais à quel point les gens vont s'en servir, tu sais, donc il faut le savoir, ça. Fait que, tu sais, en tant que passionné en pédagogie, pour tout le monde ici, il faut savoir ça, que c'est une réalité, c'est important. Puis là, ben, après ça, je reviens à ton positionnement. Ben, moi, pour ma part, oui, ça m'aide d'être un peu tellement niché que c'est une micro-spécialisation, là. Mais en même temps, l'effort que je mets pour me faire reconnaître, c'est sur les réseaux, donc c'est de l'énergie à l'infini, là, tu sais. Fait que voilà. Mais il y a le fait que tu sois niché, mais le fait que tu aies choisi le parcours de 36 heures, c'en est un en soi un positionnement. Parce que si tu te positionnes par rapport à tous ceux qui ont des parcours plus courts, tu sais, quand tu disais le plus rapidement possible, le moins cher possible, j'ajouterais le moins d'efforts possible. Tu sais, des fois, tu sais, j'ai l'impression que certaines personnes, puis peut-être encore plus vrai en entreprise où il y a des employés qui font des formations qu'ils n'ont pas nécessairement choisies, quand on arrive avec des exercices, des ateliers à faire, où là, ils doivent mettre la main à la pâte,
j'ai l'impression qu'il peut y avoir une résistance. Je ne sais pas si je vois Mélina qui dit oui. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu? Même Joanne? Toujours. Toujours. Surtout si c'est pas eux autres qui ont décidé de faire une formation puis se sont fait imposer de faire une formation. C'est vraiment merveilleux. Joanne, tu as vécu ça aussi? Non, oui. C'est sûr que les gens veulent mettre le moins d'efforts possible. Puis c'est tout à fait normal. Dans le cerveau, lui, il veut préserver son énergie et il ne veut pas mettre trop d'efforts. Sauf qu'à partir du moment où tu expliques aux gens que si vous faites des efforts, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui est en train de vraiment s'ancrer dans votre cerveau puis qui va vous être utile plus tard. Mais sur le coup, puis un peu comme Manuel disait, si on donne une formation qui dure 1 heure, 2 heures, 3 heures, c'est important de dire au mandataire, voilà ce que tu vas obtenir pour 1 heure et dire à quel niveau qu'on va être capable d'amener les gens. Parce qu'il y en a qui s'imaginent là, que ça va être la capsule magique. Là. Tout le monde va changer du jour au lendemain. Là. Non, non, non. Fait que c'est important de leur dire aussi, si tu veux quelque chose qui est vraiment à long terme, il va falloir que tu fasses comme Manuel. On va étendre ça pendant, dans le temps. Là. Parce que apprendre, ça prend du temps et des efforts. C'est un peu la gestion des attentes que ce que j'entends là, de ce que tu dis, c'est de bien gérer les attentes, de bien amener l'apprenant à bien comprendre pourquoi il fait cette formation-là aussi. C'est quelque chose que j'ai souvent noté des formations que j'ai prises personnellement. Il y a plusieurs formateurs qui oublient de mettre la table, d'établir le contexte, pourquoi c'est important ce qu'on est en train de voir et de gérer les attentes dans cette phase-là en début de formation. Je pense que c'est important. Stéphane, veux-tu faire du pouce par rapport à ça? Non, Non? rien OK. de particulier. On va parler parce que je vous l'avais dit avant de débuter la table, je veux qu'on parle un peu des modèles d'affaires, en réalité des différentes avenues possibles lorsqu'on se lance en formation, justement parce que j'ai l'impression que plusieurs ne voient qu'une avenue possible, celle que de faire des formations asynchrones, encore une fois pour faire de l'argent. Parce qu'on se le dit, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de publicité où on vend le rêve des revenus passifs, le rêve. Et la formation, malheureusement, ben, est poussée dans cette direction-là parce que c'est effectivement une possibilité, mais c'est quand même une avenue qui est quand même difficile et que peu réussissent à monétiser, disons-le comme ça, ou à rentabiliser. Donc, voilà, dans les différentes options là, que j'ai notées, moi j'en ai noté ici 6. Évidemment, il y a la formation asynchrone. On peut faire des formations de groupe live, en présence ou en virtuel. C'est un peu ce que certains ici font autour de la table. On peut faire des conférences aussi. Formation en grande entreprise, ça, il faut le noter parce qu'il y a les entreprises qui ont des, comment on l'appelle, la masse salariale qui est au-dessus de 2 millions, bien, ils sont obligés d'investir le 1 %. Donc, si on va chercher notre agrément de formateur, ça peut être une avenue intéressante. Des formations comme indépendants, comme CSS, José Franqueur nous écoute actuellement. Elle a donné de la formation dans des CSS. Il y a d'autres organismes de formation, ISARTA, la Fusée, Infopresse. On peut faire de la conception pédagogique et on peut aussi enseigner l'art de faire de la formation. Donc, ça, c'est 6 modèles, moi, que j'ai notés là, en préparation pour la table d'aujourd'hui. J'aimerais ça qu'on discute un peu de vos modèles que vous avez privilégiés, que vous avez choisis, et peut-être des obstacles que vous avez rencontrés, si vous avez eu besoin de vous adapter, d'ajuster votre modèle d'affaires un peu en cours de route. Donc, ça va vous faire peut-être reculer dans le temps un peu, mais c'est vraiment l'idée d'aider des entrepreneurs qui pensent à la formation, souhaitons-le, qui veulent se lancer pour les bonnes raisons, hein, d'avoir un impact, de transmettre des connaissances et non pas juste de faire de l'argent. Mais à partir de là, de les aider à réaliser que oui, il y a différentes avenues possibles, puis peut-être à travers vos expériences, là, qu'ils puissent en retirer l'information qui pourrait les aider à faire le bon choix pour eux. Donc, y a-t-il quelqu'un qui est prêt à se lancer sur cette question-là? Je suis conscient que ce n'est pas la question la plus facile, mais quand même, je pense qu'elle est intéressante à explorer. Alors, Stéphane? oui, en fait, la plupart des... C'est ça, oui, avant la pandémie, les conférences, c'était évidemment présentiel. La pandémie m'a forcé à offrir des contenus par Zoom, Teams.
Et ça a été un ajustement, même une formation que normalement j'animais en salle. J'ai réussi à m'adapter et à passer ça en mode en ligne. Et alors que je ne pensais pas que ça pourrait être possible. Alors, ça a été ça a été un défi. Une formation de 7h30, d'animer sur Zoom, c'est ça. Ça a été quand même un gros défi, mais ça a été bien relevé. Et maintenant que la pandémie est terminée, on enregistre le podcast en 2024, je vous dirais c'est à peu près 50, c'est à peu près là, 50% en présentiel, 50% en ligne. Et avec les avantages, bon, il y a des avantages et inconvénients en ligne, et sûrement les autres l'ont vécu. L'inconvénient en ligne, c'est qu'on n'entend pas les rires. Ça, c'est quand même. Et puis, il faut se faire confiance parce que si on anime quelques fois ou plusieurs fois un contenu en direct et que ça, en général, les gens riaient à tel ou tel moment, ben, on se fait confiance, on se dit OK, ils vont sûrement rire chez eux, même si je ne les entends pas. Il faut se faire confiance. Et ça a été donc tout un défi aussi. Et j'ai à peine une conférence qui est dans une boutique en ligne, donc les gens écoutent quand ils veulent. Sinon, c'est comme 95% de mes contenus, c'est en direct. Est-ce que tu as ton agrément de formateur, puis est-ce que tes Non, je ne l'ai conférences pas fait. cadrent dans le 1%, non? Non, je n'ai pas encore fait la demande. Puis est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais envisager ou? Oui, mais jusqu'à présent, ça n'a pas été un obstacle. Ça ne m'a pas empêché d'avoir des contrats. D'accord. Qui veut continuer? Emmanuel, tantôt, tu avais levé la main. Oui, j'ai vraiment hâte de poursuivre là-dessus, mais je laisse les dames avant moi. Qui veut y aller entre Joanne et Mélina? Moi, je pense que tout est possible. Ça dépend tout le temps de tu es à l'aise avec quoi. Je me souviens qu'au départ, j'avais suivi un cours pour mettre toute la formation en ligne. Puis là, je me suis mis à geler devant la caméra, puis je me disais non, non, ça, c'est pas pour moi. Je crois beaucoup, par contre, j'ai fait une formation avec une cohorte sur plusieurs semaines en ligne pendant la pandémie, bien évidemment. Et ça avait bien été. C'est sûr que ça demande plus d'énergie de faire une présentation en ligne, là, comme Stéphane le disait, parce qu'on peut demander à n'importe quel chanteur pop faire des spectacles en ligne versus faire des spectacles en live. On n'est pas du tout à la même place. Et c'est le même feeling pour un formateur. Il y a besoin de l'énergie des gens qui sont devant eux. Par contre, faire une formation de façon... quand je dis hybride, moi, je dis une formation que les gens vont faire de leur côté. Ensuite, ils se rencontrent tous ensemble. Ensuite, il y a encore un suivi qui peut être fait de façon asynchrone. Mais les présentations où on est un groupe en virtuel versus un groupe en présentiel, ça, c'est no way. C'est comme, il n'y a personne qui gagne là-dedans. Les gens qui sont sur place, tu as l'impression qu'il se passe de quoi. Par contre, tu ne veux pas laisser tomber ceux qui sont en ligne. Bref, pour moi, là, c'était le bordel, puis j'ai abandonné ça complètement. Maintenant, c'est soit en présentiel, soit en virtuel. Puis après ça, à savoir qu'est-ce qui fonctionne le mieux, ben, c'est des essais-erreurs. Il faut essayer parce que ça dépend aussi de la clientèle. Ça dépend combien de personnes qu'on veut rejoindre. Ça dépend ce qu'on veut qu'ils apprennent au bout de la ligne. Moi, dans mon cas, il faut qu'ils appliquent des trucs dans PowerPoint. Comment je fais pour donner du feedback si je ne vois pas ce qu'ils font? Alors, j'ai besoin d'être en présentiel. Donc, c'est ça, là, ça dépend du contenu, ça dépend de combien de personnes, ça dépend de tes attentes. Il y a beaucoup de facteurs qui vont faire la différence là, dans le choix du type de formation que tu vas donner. Je trouve ça intéressant que tu parles de cohorte. Je ne l'avais pas mentionné, mais la cohorte est un modèle en soi qui est bien intéressant. Quand tu parles de hybride, personnellement, je suis tellement d'accord là, quand on essaie de faire un hybride en présence et en virtuel, 99% du temps, c'est catastrophique. Mais l'avenue possible qui, à mon avis, peut fonctionner, c'est s'il y a un animateur de l'événement virtuel, il y a un animateur pour l'événement physique et il y a une synchronisation seulement pour, exemple, la conférence ou le panel ou quoi que ce soit. Et donc là, ça peut peut-être fonctionner, mais il faut vraiment que les deux entités soient en mesure de fonctionner indépendamment. Il peut y avoir une rencontre à un moment précis,
Puis après ça, en tout cas, Ça- moi, parce que sinon, c'est catastrophique, là. Ça prend énormément de ressources, de Oui, c'est ça. technologie pour être capable de bien le faire. Puis je me souviens, j'allais ça s'appelait Presentation Summit en Californie, et eux ont finalement abandonné le modèle simultané. Ils donnent en présentiel et un mois plus tard, ils donnent en virtuel. Alors, Voilà. tu peux assister au même avec les mêmes personnes, mais avec une modalité différente. Dans le fond, pourquoi se casser la tête à le faire en même temps? Oui, Aussi c'est vite, ça. décalé d'un mois. Mélina, veux-tu ajouter quelque chose? Ah, l'argent. Écoute, oui, argent, c'est sûr. Ben moi, tous les modèles que tu as dit, et même d'autres que tu n'as pas dit, puis même ce qu'on vient de dire dans des événements, je les ai toutes vécues personnellement, puis pour des clients. Fait que je les ai toutes essayées, là, on ne se le cachera pas. Est-ce que c'est possible de le faire fonctionner? Oui, oui, oui. Mais comme Emmanuel dit, si tu es prêt à faire la préparation pour t'assurer que ça fonctionne, parce que les ratios, Emmanuel t'a dit que ça doit prendre 1 an et demi pour faire une formation, c'est logique, là. OK? La problématique, c'est qu'on ne planifie pas à quel point ça nous prend du temps faire la conception, de l'architecture d'un programme puis de la conception de formation qui va être vraiment efficace, adaptée à l'objectif qu'on vise. Puis si notre objectif il est vraiment clair, ben on est capable d'y arriver si on nous donne les ressources pour tout le temps, là. Peu importe la stratégie qu'on va utiliser. C'est juste que les gens n'ont pas assez de connaissances puis de préparation pour arriver au résultat final. Mais toutes les sortes sont possibles. Puis oui, c'est possible de faire du hybride avec un groupe en salle puis un groupe en ligne. Là, je l'ai même fait. Mais là, c'est que les gens qui animent n'ont pas cette équipe-là pour les supporter ou n'ont pas les connaissances, compétences de gestion de groupe. Parce que je vais être honnête, là, je ne voudrais pas mettre mes employés à faire ça. Il y a des fois où est-ce que c'est de la gestion, là. Tu n'es plus en animation ou en présentation de ton contenu, tu es en gestion des êtres humains qui sont là et qui veulent apprendre. Fait que, qu'est-ce qui est le mieux? Honnêtement, il n'y a pas de bonne réponse, ça va dépendre, là. Puis, tu sais, si on prend le ratio des apprenants, là, on a d'un côté ceux qui sont vraiment autodidactes. Tu sais, ceux là, qui peuvent ouvrir un livre puis prendre ça, apprendre à être capable de l'appliquer tout seul. Mais ça, là, c'est une infime proportion de la population. Puis on a à l'autre côté ceux qu'il faut qu'on les tienne par la main, sinon ils ne seront jamais capables de rien faire. Puis entre les deux, là, il y a un monde de personnes, là. Puis là, souvent, on donne des formations pour ceux-là qui sont autodidactes ou presque, alors que c'est presque personne dans la population. Fait que, tu sais, il faut voir, bon, mais ce qu'on va donner comme type de formation, est-ce que c'est approprié selon le contexte, selon les contraintes, selon ce qu'on vise pour vrai? Tu sais, les contraintes, c'est la norme en formation, là. Fait que c'est quoi les contraintes qu'on a? Puis c'est comme magasiner une maison. Bon, mais avec ce budget-là qu'on a, qu'est-ce qu'on peut se permettre? Il faut y aller plus de cette façon-là pour faire une conception après ça qui va être adaptée. Mm. Fait que- C'est un point vraiment important à dire qu'il y a un investissement. Des fois, il n'est pas monétaire, il est tentant, mais quand Emmanuel dit qu'il a passé 18 mois, tu dis, c'est un investissement significatif. Ça vaut cher, là, investir 18 mois de notre temps à bâtir une formation sans savoir si on va être en mesure de la rentabiliser souvent. Ouais. Donc, Oui, je vais juste embarquer sur quelque chose que tu dis. Qu'est-ce qui fonctionne en ce moment? Puis là, il y en a qui vont vous vendre. Je vais vous montrer comment faire pour monter une formation en ligne parce que moi, j'ai fait une formation en ligne puis j'ai fait de l'argent. Honnêtement, ça vient me chercher, là, vous le savez, là, vraiment intensément. Ce dans quoi ils sont bons, c'est vendre la formation. C'est pas le contenu après. Puis moi, ça vient me chercher, là. Moi, je suis zéro puis une barre en marketing. Pour vrai, je vous montrerai jamais comment vendre vos formations. Là, venez pas me voir, je suis pas bonne là-dedans. Mais si tu veux t'assurer que les gens apprennent pour vrai, là, on peut aller voir des gens qui vont, comme Joanne, faire en sorte que ce que tu vas avoir comme contenu va amener la personne à apprendre, puis qu'elle va en reparler à quelqu'un d'autre, puis que là, le bouche à oreille va fonctionner. Puis une des choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle dans une formation en ligne, là, c'est le feedback, c'est qu'est-ce qu'ils apprennent vraiment. Ça se peut qu'ils apprennent tout croche, là, parce que les gens construisent leurs connaissances avec leur vécu, leur expérience, puis normalement, un formateur va enligner les bonnes informations. Donc, les formations en ligne, oui, peut-être pour des choses simples et faciles, mais quand on a besoin d'un formateur pour nous donner un feedback qui va être vraiment formateur, je pense que c'est super important, là, comme Mélina le disait. Là. OK. Manuel, tu voulais intervenir, vas-y. Je sais que tu as des notes, là, tu es prêt à attaquer. Disant,
Colin, qu'il y a des points qui me touchaient là-dedans. Mais d'abord, moi, j'aimerais dire que mon modèle est 100% présentiel. J'en suis même psychorigide. Mais c'est un choix personnel. Moi, j'ai parti mes formations à peine un an avant que la pandémie arrive. Puis j'ai été en présentiel, donc je suis passé de 100% de revenus en présentiel à 0% de revenus. Puis je me suis obstiné à garder ça en présentiel, malgré que j'avais eu l'occasion de les faire en virtuel. Elles existent en virtuel, mais je les pousse tellement pas que j'en parle jamais. Je les offre aux Européens là, qui veulent absolument. Puis même encore là, je pousse quand même. Il y a des gens qui viennent de l'Europe se former au lieu de. En tout cas, je ne vais pas trop rentrer là-dedans, mais pour moi, c'est du présentiel. Puis là, on parlait des erreurs qu'on a rencontrées. Là. Moi, j'ai rencontré deux immenses obstacles. Le premier étant, je le répète, ça m'a pris un an et demi préparer mes formations, donc l'architecture, la conception, le branding. J'avais pensé à tout. Je me disais, bon, je sais que je vais avoir des petits trucs à peaufiner au fur et à mesure, mais j'ai pensé à tout. Tu sais, il ne peut rien arriver de majeur. Puis le premier obstacle que j'ai rencontré, c'est que l'erreur que j'ai faite, c'est que je me suis dit, mon sujet est captivant, c'est tellement bien préparé. J'ai préparé aussi ma notoriété pendant un an avant que ça sorte. Je me suis dit, ça va refouler aux portes. Première grossière erreur. Non, pas du tout, du tout, du tout. Donc là, je me suis riveté sur une salle vide. Il a fallu que je travaille d'un coin, que j'aille chercher les clients un par un, là, à tirer dessus, puis à offrir des rabais. Même au début, je me suis rendu compte à quel point c'était difficile remplir des classes avec des inscriptions individuelles. Surtout que c'est du high ticket que je vendais. Là. C'était pas une formation à 100$, c'était proche des 4 chiffres, tu sais. Puis, donc là, c'est ça. Ça, c'est première erreur. Puis, ben, ça touche à un point, c'est le marketing. Le marketing, je l'ai appris à la dure. Je ne performe pas tant que ça là-dedans, mais je me suis adapté, même s'il y a du monde qui trouve que je suis bien bon. C'est une adaptation. C'est pas, à la base, je ne suis pas un vendeur, je ne suis pas un marketeur. Puis, je suis persuadé que tout le monde se reconnaît ici. Tantôt, Mélina le disait, tu sais, moi, je suis le plus mauvais vendeur sur la terre pour vendre mes propres formations. Moi, ma zone de génie, c'est dans une classe. Mais bon, ça, je l'ai appris à l'azur. Et mon deuxième obstacle a été, ce qui touche encore un point que Mélina a apporté. Quand j'ai bâti mes formations là, pendant un an et demi, là, ben moi, là, je me voyais me les enseigner à moi-même. Là. J'ai mis tout ce que j'aurais voulu avoir de la façon dont j'aurais voulu l'avoir. Donc, autrement dit, j'ai bâti des formations pour les autodidactes. Fait qu'il y avait beaucoup d'informations, très peu de pédagogie. Il y a une belle structure, une belle suite, mais les gens, il fallait qu'ils soient autonomes. Et au fil des années, je me suis buté avec le fait que c'était 100% de satisfaction de la clientèle. J'avais zéro problème là-dessus. Beau bouche à oreille, tout le monde tripait, là, les classes se remplissaient, mais quand je rappelais les gens 3 mois après, ben, ils n'appliquaient pas. Puis ça, moi, ça m'écœurait. Donc, déjà, là, j'ai dû développer des outils. Puis ce que j'ai fait, à la place d'offrir du coaching, de l'accompagnement qui aurait fait gonfler la facture puis augmenter la durée du temps, c'est ça qui aurait été l'idéal. Mais comme je ne voulais pas rentrer là-dedans, j'ai développé des outils pédagogiques assez souvent physiques. Puis ça, c'est du temps, c'est de l'énergie, c'est surtout de l'argent. Parce que ça fait baisser ta marge de profit ou il faut que tu augmentes le prix de tes formations. Puis justement, c'est le deuxième obstacle, c'est que j'ajoutais plein de cossins, là, tu sais, super bien faits avec le branding super professionnel, mais ça me coûtait une beurrée. Puis là, je n'augmentais pas mes prix. À un moment donné, tu sais, quand j'ai calculé ça l'année passée, j'ai fait comme, hey, je fais pas beaucoup d'argent. Donc ça, c'est le deuxième obstacle, tu sais, c'est de rendre tes formations applicables pour tout le monde, pas juste pour les autodidactes. Puis après ça, ben, c'est ça, le marketing, la marge de profit. Mais ça, c'est le lot des entrepreneurs. C'est le fun que tu parles de marketing. C'est là qu'on s'en va. On va l'explorer, ça. Peut-être, si tu veux continuer, juste par rapport à ce que tu as fait quand tu parles de. Tu sais, tu dis, peut-être qu'on te trouve bon à le faire. Moi, j'ai une idée, mais pour l'audience qui ne te connaissent pas, qu'est-ce que tu fais justement pour te mettre en marché ou quand tu disais, je suis allé chercher les clients un à un, qu'est-ce que tu fais concrètement là, pour réussir à générer des clients, pour te positionner? Mais là, on parle de positionnement, gagner en visibilité, puis comme se positionner dans l'esprit du client idéal. Là. Ben moi, ce que j'ai fait pendant 5 ans, c'est du marketing inbound. C'est-à-dire, pour les gens qui ne connaissent pas ça, c'est offrir du contenu à l'infini, puis un jour, les gens finissent par s'inscrire. Fait que là, c'est des podcasts à l'infini, c'est des posts à l'infini, c'est des chroniques à la radio, c'est des articles journalistiques, c'est des conférences, le plus souvent qu'autrement gratuit, tout ça. Rarement rémunéré, mais tout ça, ça permet aux gens de s'inscrire. Fait qu'il ne faut pas que tu comptes tes heures.
Mais ça, c'est ce qui m'a permis de remplir mes classes pendant 5 ans. Puis là, justement, je suis en train de revoir ma façon de faire parce que c'est cute, c'est le fun, mais ça prend beaucoup trop d'énergie pour ce que ça rapporte. Puis au bout de la ligne, je vis de ma passion, mais en même temps, je mets tellement d'heures là-dedans que ça me rapporte pas, même pas au 10e de ce que ça devrait me rapporter. Donc là, je commence à élaborer des stratégies qui sont je veux pas tomber dans le hard selling, le cold calling, là. Je veux pas achaler les gens chez eux. Je veux pas me transformer en bête de vente, c'est pas ce que je veux. Sauf qu'il y a quand même certaines méthodes un petit peu plus, actives qu'on peut utiliser en termes de marketing que juste offrir du contenu. Parce que j'en parlais avec quelqu'un récemment, puis je disais: «Je suis chanceux que ça marche mon truc là, parce que ça fait 5 ans que je réchauffe chaque personne que je connais pas, je les réchauffe avec un post. Puis là, ils font: "Ah, c'est donc bien le fun ça"». Puis là, ce que je fais, c'est que je continue à mettre des posts à l'infini, mais il y a jamais de call to action qu'on appelle, il y a jamais de tunnel de vente, il y a jamais rien. Donc je garde mes clients sur le réchaud à l'infini. Tu sais, je les rends tièdes, puis je les garde sur le réchaud. C'est ce que je fais depuis 5 ans. Puis là, quand j'ai réalisé ça, j'ai fait: «À quel point c'est stupide ce que je fais», mais c'est parce que j'aime pas la vente. C'est littéralement ça. Je faisais tout pour l'éviter. Mais là, il faut que je me trouve des façons de faire. Je travaille avec des gens pour ça, pour justement que ce soit à mon image, que ce soit pas pushy, que les gens se sentent pas harcelés, mais au moins que les gens qui soient intéressés aient une option facile pour s'inscrire. Parce que là, j'ai même pas ça, tu sais. Fait que voilà. La petite phase de vente, là, tu sais, j'aime ton image qui sont sur le réchaud, mais éventuellement, ça prend le petit oomph pour les amener à se mettre en action. Parce que là, tu sais, peut-être qu'avec ce petit élément-là, ils se mettraient en action aujourd'hui, alors que comme tu les gardes sur le réchaud, ils vont peut-être se mettre en action dans 3 ans, mais toi, au niveau affaires, c'est pas l'idéal. Intéressant, intéressant. Qui d'autre, Stéphane? Ça fait un moment qu'on t'a pas Mhm. entendu. De ton côté, tu es dans le inbound Oui. aussi, je crois, mais dis-nous-en davantage. Tu as sorti un Ouais. livre récemment. Ça fait sûrement partie de ta stratégie aussi. Ben, le livre, je l'ai écrit sans attente particulière. C'est parce que le sujet m'intéressait. Puis, mais dans ma façon de me faire connaître, en 2014, supposons une entreprise allait dans Google, tapait psychologue conférencier, mon nom sortait peut-être pas dans les premières pages, peut-être la quatrième, cinquième page. Là, on est en 2024. Puis si les gens fouillent sur Internet, en théorie, j'apparais, règle générale, dans la première page. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dans les dernières années, j'ai écrit plusieurs articles de blog. J'ai essayé d'offrir de la qualité autant que possible. Et quand j'ai créé des pièces de contenu, des billets de blog, parce que j'aime écrire, hein, je suis allé dans le sens de ce qui était mon élan, mon intérêt. Donc, écrire, j'ai très peu de pièces de contenu vidéo. Donc, c'est l'écriture. Alors, et quand j'écris des pièces de contenu, ben, je les partageais. J'amenais des gens de mes plateformes, de mes réseaux sociaux à aller lire mes billets de blog. Ça amenait du trafic sur mon site web. Et il y a eu un article de blog qui était déterminant, qui m'a permis de décrocher le même sujet, le même article de blog, d'avoir au moins 3 entrevues avec des journalistes, 2 sites web français et un journal québécois. Et et ces 3 journalistes-là ont mis des liens URL menant vers mon site web et ça a fait augmenter le positionnement de mon site web dans Google. Tout ça à cause d'un article de blog de qualité qui a rejoint les gens et les journalistes. Bien sûr, ça les a interpellés. Imaginez-vous que c'est un article de blog c'est pas juste ça, mais ça a été quand même une étape déterminante. Fait que je sais pas si... Fait que pour toi, le SEO est une façon vraiment, ta façon la plus importante, ton canal d'acquisition numéro 1, dans le fond. Parce qu'à partir du moment que Ouais, ton site il rank ou il sort dans les premières pages de Google, ben, chaque fois que quelqu'un cherche psychologue conférencier, il se retrouve à tomber sur ton site, ça donne que tu as 10 conférences. Donc, tu sais, tu parce as que une offre qui est en adéquation avec la demande, là. c'est ça, auparavant, les entreprises me trouvaient très peu par Google, puis maintenant, c'est par Google. Et il s'est passé quelque chose, et puis cette étape-là où les entrevues avec les journalistes, ça a été un point tournant. Pour ce qui est du SEO, je vais être honnête avec vous, je n'ai pas de grandes connaissances là-dedans. Je suis allé de façon un peu intuitive, mais ça, si c'était à refaire, hein, ça, c'est mon regret. Il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, je serais allé chercher des compétences en SEO.
Ça, c'est mon... ouais. Mais c'est quand même, on a justement fait, en fait, c'est en cours, là, les ateliers de SEO avec Nicolas Roy. Puis, tu sais, c'est un élément. Ce qui arrive, c'est que c'est des résultats long terme, hein. Donc, on a Hmm. toujours. Tu sais, c'est facile de le repousser, de le repousser. Puis, tu sais, quand tu dis si on remontait il y a 10 ans, mais ma question, j'aurais envie de te demander pourquoi pas maintenant? Parce que dans 10 ans, tu risques de te dire la Oui. même chose. Ah, Peut-être que il y a 10 ans, j'aurais dû. c'est dans mes priorités. Ouais, c'est tes priorités. D'accord. Joanne et Mélina, Joanne, ton micro est démuté. De ton côté, je sais que tu as une belle présence sur LinkedIn. Fais-tu du démarchage? Comment tu fais pour aller chercher des mandats? Moi, c'est surtout du bouche à oreille. Et c'est de connaître, si tu veux, j'ai connu beaucoup de personnes au CHU Sainte-Justine qui sont rendues maintenant dans des ministères, puis tout ça, ce qui fait que à un moment donné, je leur envoie un courriel, je dis, est-ce que ça pourrait t'intéresser, ce genre de formation-là? Et puis là, oui, oui, puis bon. Fait qu'il y a eu une espèce d'engouement et beaucoup de bouche à oreille, puis c'est comme ça que j'ai développé, si tu veux, le marketing, puis je publie beaucoup sur LinkedIn parce que pour moi, mais c'est pas je ne le fais pas pour le marketing sur LinkedIn, je le fais vraiment pour l'éducation parce que les gens pensent que leurs présentations sont bonnes et c'est là que ça bug. Fait que là, je me dis, il faut que je leur dise, non, 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 ça marche pas. Fait que je fais beaucoup d'éducation, puis après ça, j'ose espérer que si on a à revoir tout ça, ils vont m'appeler. C'est super intéressant. Mélina, tu m'avais déjà parlé que toi, tu utilisais beaucoup le référencement aussi, hein. On parle de bouche à oreille. Je pense que ça passe beaucoup, beaucoup par ça de ton côté aussi, hein? Ben moi, ma source principale a toujours été les autres formateurs conférenciers, consultants en entreprise qui parlent déjà aux mêmes clients que moi pour me faire une référence. Donc oui, c'est la stratégie qui a toujours le mieux fonctionné de mon côté. Je ne ferai pas à croire que je suis super bonne pour les autres stratégies, mais je suis pas la fille de marketing, même si logiquement, former les gens, il y a une étape de vente, là. Fait que, je suis dans le fait de donner du contenu, j'adore ça. Est-ce que je suis bonne pour les enlever du réchaud? Pas pantoute. Fait que, Manuel, tu me diras comment faire. Il y a une question, on parle de création de contenu. Manuel t'a parlé de création de contenu à l'infini. Moi, c'est une question que j'ai entendue souvent avec mon chapeau de spécialiste LinkedIn, où on dresse la ligne entre le contenu payant et le contenu gratuit. Est-ce qu'il y a des limitations que tu t'imposes? Est-ce que, puis les autres aussi, là, que vous créez tout du contenu sur LinkedIn, elle est où la ligne pour chacun de vous, dans le fond? Parce que la ligne, des fois, elle peut varier d'une personne à l'autre. Moi, j'ai un cas particulier, mais je pense que ça pourrait parler à beaucoup de monde, finalement. Au début, j'étais, tu sais, quand j'ai lancé vraiment, là, j'étais très, très, très jaloux de mon contenu. Je le couvais, parce que je me disais: «Ben, c'est ça ma source de revenus. Si je le donne gratuit, qui va vouloir assister aux formations?» Puis là, j'ai fait 1 entrevue, 2 entrevues, 3 entrevues, 4 entrevues, un live, une petite chronique à la radio. Puis là, en fait, moi, avant, j'étais sous le couvert de Synergo, donc j'avais un branding professionnel. Puis je voulais pas que les gens me connaissent, là. Ils me connaîtront dans la classe. Tu sais, moi, je suis pas très, j'aime pas tant que ça la lumière des projecteurs, mais dès que j'ai mis mon branding personnel, c'est-à-dire dès que je me suis montré le visage en quelque part, puis que c'est ma voix que les gens entendaient, ben c'est là que ça s'est mis à vendre. Puis c'est aussi parce que je donnais du contenu. Donc là, je me suis dit: «OK, c'est en donnant du contenu que les gens sont intéressés, puis plus j'en donne, plus ils sont intéressés». Puis j'ai réalisé assez rapidement qu'en fait, j'ai un parcours de 36 heures de formation, 36 heures à faire du blabla ou presque, là. Je peux en donner en tabarnouche du contenu avant qu'il y ait la totalité, là. Puis même si je finissais par donner le contenu au complet, ce qui me prendrait à peu près 10 ans, les informations seraient complètement éparses et qui va suivre les informations au complet pendant 10 ans? Personne. Puis même si c'était le cas, il n'y a pas la méthode pour l'appliquer, donc les gens pourront rien en tirer à part de l'intérêt. Donc je me suis dit: «Ben là, OK, on donne du contenu, à l'infini». Fait que je suis peut-être un mauvais exemple parce que j'ai du contenu littéralement quasiment à l'infini à donner, mais je pense que les gens sont peut-être un petit peu trop jaloux de leur contenu parce que ça fait des années que je dis que moi, j'adore LinkedIn, je consomme de moins en moins de contenu parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais j'aime ça quand c'est des experts qui me parlent. Moi, ce que je veux, c'est apprendre sur LinkedIn. C'est pas savoir comment, puis là, excusez-moi, là, ça fait pas très altruiste, là, ce que je veux dire, mais c'est pas savoir comment se sent quelqu'un ou comment. C'est pas pour ça que je suis sur LinkedIn. J'ai d'autres réseaux pour ça, puis j'ai des cercles sociaux solides. Donc, moi, quand je consomme du contenu LinkedIn, je veux apprendre quelque chose et c'est comme ça que je m'intéresse
à l'expertise de la personne. Puis c'est comme ça que j'achète souvent, ben, tout le temps même. Donc, je pense que donner du contenu, pour moi, c'est un must pour un formateur. Je pense pas que tu peux en donner trop, puis surtout si tu donnes pas la méthode pour l'appliquer. Je pense que ça peut juste être un levier. Mais ça, c'est mon opinion. Que je partage personnellement. Est-ce que c'est quoi votre opinion par rapport à ça? Les autres qui veulent intervenir? Ben, moi, je Vas-y. suis bien d'accord avec Manuel dans le sens où même quand, disons que je vais aller acheter un livre, là, puis je suis pas sûre, là, je vais aller écouter le balado de cet auteur-là à plusieurs endroits. Et lui, juste à l'écouter et avoir les bribes d'informations, je me dis, ah, OK, c'est ça, je vais aller acheter le livre. Parce que là, je veux approfondir. Parce que dans le fond, c'est comme des teasers, ce qu'on publie sur LinkedIn. C'est comme, tiens, voici un petit truc, voici ci. Mais quand on veut mettre ça tout ensemble, c'est à travers une formation qu'on va aller chercher quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus conceptualisé. Donc, moi, je publie, puis c'est comme, je pense que c'est comme ça qu'on développe notre expertise, comme ça qu'on rend notre expertise disponible, puis visible aussi. De toute façon, on avait dit tantôt que le contenu, c'était pas une formation. Une formation, logiquement, c'est prendre un contenu puis aider la personne à le développer. Fait qu'on fait pas de la formation quand on donne du contenu. Bien dit, Mélina. Stéphane, veux-tu faire du pouce là-dessus? Oui, ben, régulièrement, j'aime beaucoup publier sur LinkedIn et je donne des trucs, des astuces, je partage des métaphores, je raconte des exemples cliniques. Et puis, mais c'est pas juste le seul type de contenu que je vais livrer. Des fois, je vais partager sur mon point de vue sur un certain sujet. Fait que je suis pas tant dans livrer des conseils, des trucs, astuces, mais plutôt me faire connaître en matière de valeurs, philosophie, parcours professionnel. Donc, c'est très varié. Mais je trouve ça important quand même de donner du contenu, des pièces de contenu, des trucs, des conseils pratiques. Puis est-ce qu'à l'occasion, tu te limites à dire ah non, ça, c'est du contenu qui pour moi est payant, je ne veux pas le partager? Oui, il y a certains pour exemple, pour certains trucs et astuces que je partage dans certaines conférences, il y en a que je dis ah non, ça, je veux vraiment garder ça précieux pour la conférence, pour que les gens le découvrent pendant la conférence. Puis il y a beaucoup d'autres éléments que je vais dévoiler, livrer sur les réseaux sociaux. C'est intéressant ça, parce que dans un format conférence, c'est un peu, je le verrais un peu comme un show d'humour. Tu sais, tu as une conférence sur 1 heure et demie, tu as un show d'humour, tu as des punchs, bien là, si tu commences à dévoiler trop de punch, la personne va arriver à ton show, Ouais. puis il va avoir une composante différente, c'est vrai. Pour ce qui est des différents contenus, moi, je le vois un peu sur comme si chaque contenu, c'est un bloc, bien, sur les réseaux sociaux, on éparpille les blocs un peu n'importe comment, mais pour bâtir la cathédrale, bien, il y a un certain ordre, il y a une structure qui va faire qu'il y a des liens qui se font entre les idées, puis il y a un plus vraiment qui est apporté en formation, mais ça revient directement, c'est simplement une image pour dire ce que Mélina t'a très bien dit, là, c'est comme en formation, ce n'est pas des contenus. Donc, super. Ben, parlons-en de la formation, justement, avec l'idée de comment bâtir une bonne formation. Vous l'avez sûrement lu. Il y a différents chiffres, là, mais grosso modo, le taux moyen d'abandon sur des formations en ligne, parce que c'est comme ça que ça peut être mesuré, il est de 9 sur 10. Donc, il y a 9 personnes sur 10 qui ne complètent pas les formations qu'ils achètent. C'est fou, là, c'est pratiquement la totalité. Donc, on peut peut-être commencer par explorer à qui la faute. On parlait de responsabilisation de l'apprenant. Est-ce que c'est un problème au niveau de la structure des formations, des formations qui ne sont pas assez engageantes, qui ne suscitent pas l'intérêt? D'après vous, il est où le bobo? C'est quoi, est où la cause de cette statistique-là effrayante? Mélina, vas-y donc. Ben, là, ta statistique, c'est vraiment juste pour des formations en ligne. Parce que si on demande à Manuel, est-ce qu'il y a un taux d'abandon de 9 personnes sur 10 pour ses formations en salle, c'est sûr que c'est non. Fait que c'est zéro. Et, fait que, tu sais, à qui la faute? Est-ce qu'il y en a qui sont super bons en marketing puis qui ont réussi à faire en sorte que la personne a vraiment le goût d'avoir le bénéfice, puis elle l'a acheté, mais qu'elle n'a pas compris qu'une formation, ça vient avec du travail? C'est peut-être ça. En fait, il y a peut-être des gens qui sont super bons en marketing, mais qui ont
la personne qui a acheté a la responsabilisation de se dire, ben là, c'était ma priorité quand j'ai pesé sur Buy, puis que mes priorités ont changé. Écoute, il y a plein de raisons pour Est-ce ça. que c'est le format qui est inadapté? Tu sais, on parlait d'hybride qui était Est-ce que la important personne, elle ne d'avoir. sait pas qu'est-ce qu'elle veut, peut-être, aussi? Qu'est-ce qu'elle a besoin comme format? Puis est-ce qu'elle est au point avec ses propres priorités, sa propre façon de gérer son horaire? Parce que la gestion du temps, là, c'est genre la compétence la moins bien maîtrisée dans la société. Fait que la personne avait peut-être des super belles intentions, mais que là, la vie a rentré dedans comme au travail, puis que finalement, comme fait, ben ça, c'est plus ma priorité. Puis si j'ai pas personne pour me le rappeler, puis que je me suis pas commis avec un autre être humain, ben il y a personne qui le sait, je le fais pas. Alors que Manuel, j'ai en salle, Manuel, il m'attend, il y a un groupe qui m'attend, j'ai pas le choix de venir. Fait que ce côté-là d'être humain qui se sent comme obligé de faire des choses parce que quelqu'un d'autre attend après nous, bien, on ne l'a pas en formation en ligne. Puis là, ça revient à la motivation. Puis là, on pourrait en parler vraiment longtemps. Et je pense que Stéphane pourrait être vraiment le fun pour nous parler de ça. Peut-être pour ajouter quelque chose, là, si la personne a su une formation en ligne, mais qu'elle n'a pas besoin du diplôme à la fin, d'une attestation, certains vont peut-être pas la compléter, mais s'il y en a d'autres qui ont besoin de faire des heures de formation continue ou qui ont besoin d'une accréditation, bien, ça peut être un incitatif, une motivation un peu plus externe pour le compléter. En même temps, j'avais déjà entendu, il y a des gens qui ne vont pas finir une formation, mais ce qu'ils vont avoir été chercher va, pour eux, a beaucoup de valeur, va amener une grosse différence, même s'ils n'ont pas complété le cursus au complet. Des fois, il suffit d'un truc de base, un principe fondamental qu'on applique, puis on peut faire beaucoup de chemin avec ça. Fait qu'est-ce que c'est un signe d'échec que la personne n'a pas complété sa formation? Pas nécessairement. OK. Voulez-vous ajouter quelque chose? Joanne, en premier, toi, non? Puis Manuel, as-tu quelque chose à ajouter là-dessus? Vas-y donc. Oui, super rapidement. Je pense qu'un autre facteur, ça peut être le coût. Tu sais, quand tu te procures quelque chose qui vaut pas si cher que ça, tu sais, si tu te procures une formation à 100, 200 $, la lâcher, ça te fait pas si mal que ça, mais quand tu as payé, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, 2 500 $, pas suivre la formation que tu as achetée à 2 500 $, ça commence à faire mal dans le cerveau. Là, la souffrance est trop grande pour ce que tu as acquis. Tu te dis, ben, je vais au moins souffrir jusqu'à la fin. Je vais souffrir pour mes 2 500 $. Tu sais. Fait que ça, je pense que ça peut être un facteur parmi tous ceux qui ont été nommés et d'autres. Mélina parlait tantôt de la gestion du temps, je suis complètement d'accord. Ma propre gestion du temps est assez médiocre, merci. Mais il y a aussi la gestion de l'attention. Ce qui fait que quand quelqu'un est assis dans une classe, il écoute la plupart du temps, mis à part là, les diagnostics et les conditions particulières, c'est que c'est captivant. Puis c'est aussi qu'il n'y a pas de distraction. Il n'y a pas de courriel qui sonne, le téléphone est fermé parce que ça a l'air bizarre là, de travailler en même temps qu'on est dans une formation, surtout dans des petites classes. Donc, les gens, leur attention est captivée. Puis il y a aussi la job du formateur, de la formatrice de les captiver. Mais au-delà de ça, ils n'ont pas de distraction. Donc, la canalisation de l'attention est de loin supérieure à écouter une formation en ligne. Puis le livreur Amazon sonne, il y a une brassée de lavage, le chien court à côté, tu reçois un email urgent, puis un téléphone qui veut te vendre un voyage. Tu sais, toutes les raisons sont bonnes pour que tu arrêtes la formation. Puis là, de rembarquer dedans, c'est difficile. Je pense qu'il peut y avoir ça parmi d'autres causes. Très intéressant comme point. Oh, vas-y donc, Joanne. Je peux peut-être ajouter, David, j'ai suivi une formation qui s'appelle Apprendre à apprendre, qui est un MOOC, donc un Massive Open Online Class. Et c'est le cours le plus vu au monde et c'est le cours le plus complété au monde. Et je pense qu'il y a une question d'intérêt, il y a une question du formateur, comme Manuel disait, et il y avait aussi toujours des travaux à faire. Il y avait un lien Facebook pour partager nos travaux. Il y avait des mini-tests à la fin. Bref, il y avait toujours quelque chose de dynamique dans la formation. C'était pas juste « je te donne de la formation puis arrange-toi avec ». C'était comme « OK, tu vas apprendre quelque chose ». Là. Puis on montait un projet tout au long. Et c'était quelque chose qui était aussi, tu pouvais le faire à ton rythme, mais tu avais quand même une certaine limite dans le temps. Fait que c'est peut-être tous des facteurs qui font la différence, là, même si c'était tout de façon asynchrone. Il y avait des vidéos, tu pouvais le lire dans un texte. Il y avait plusieurs modalités aussi dans le cadre de la formation. Mais moi, j'ai trouvé ça super, puis je comprends très bien pourquoi que c'est une formation
qui en plus est gratuite. Le monde l'a Ici. fini, c'est assez exceptionnel. Et si tu voulais avoir une certification, il fallait que tu payes pour le papier. C'était comme 40 pièces pour le papier. Là. C'était une affaire de rien. Là. Mais moi, ça m'avait beaucoup surpris la structure comme telle. Bien, une petite nuance là, par rapport au temps limité et au fait de la douleur lorsqu'on paye un gros montant. Je crois que cette douleur-là est moindre lorsqu'il n'y a pas un temps limité. Parce que quand on a accès à vie, à la formation, on se dit toujours, ah, je vais la faire plus tard. Puis là, on repousse. Donc, on n'a pas le point de douleur comme le jour où, justement, cette limite-là arrive. Puis là, ça devient une évidence qu'on vient de perdre 2500 $. Et donc, il y a vraiment, je pense, il doit avoir un effet, un impact quand même marqué. Je n'ai pas des études pour le supporter, là, mais c'est une impression. OK, au niveau pédagogique maintenant, on en parle, beaucoup de personnes qui se lancent en formation, qui sont experts de leur domaine, mais n'ont pas nécessairement le bagage pédagogique pour bâtir une bonne formation. Peut-être si on avait des astuces à leur donner aujourd'hui, si vous aviez des astuces sur comment bâtir une bonne formation qui va susciter l'intérêt, qui va maintenir l'intérêt, c'est quoi les différents éléments qu'on devrait inclure dans notre formation qui va faire que, bon, c'est sûr que là, on ne peut pas développer des compétences complètes en pédagogie aujourd'hui, là, mais tu sais, des éléments comme ça, des trucs, des astuces qu'on pourrait donner qui va faire qu'on va élever un peu le niveau de toutes les formations dans le monde, ou du moins ceux qui vont nous écouter, qui vont écouter la table aujourd'hui. Donc, qui aimerait? Vas-y donc, Stéphane. Tu vois, il y a une formation, je me réfère à une de mes formations de 7h30 pour des professionnels de la santé mentale. Le matin, je leur dis, écoutez, par rapport à cette technique-là, votre niveau de compétence en ce moment, il est à 0. C'est que c'est normal. Et mon objectif, c'est de vous amener aux alentours de 7 à la fin de la journée. Par la suite, si vous pratiquez, vous allez passer de 7 à 8. Et puis, si vous demandez un peu de supervision, de 8 à 9 et même plus. Et pendant la journée, ben, je m'assure de donner, oui, de la théorie, raconter des exemples cliniques, ça, c'est toujours gagnant, raconter des exemples. Mais aussi, puis Joanne, je pense que tu vas être d'accord avec moi, des exercices pratiques où j'ai l'occasion de leur donner de la rétroaction. Alors, ça se peut que quand on fait l'exercice, je vois, ah, ils ont bien compris ou non, c'est pas tout à fait ça, puis il faut que je donne de la rétroaction, je les corrige. Je leur dis, écoutez, moi, j'irais plus de cette façon-là. Et donner donc beaucoup d'exercices, et c'est cette portion-là, exercice avec rétroaction, qui va être déterminante pour acquérir la compétence. Et par la suite, bien, ce qui est valorisant, c'est que dans les jours suivants, quand les thérapeutes pratiquent la méthode, me donnent du feedback, disent ça fonctionne, voici, avec tel cas, j'ai eu tel résultat. Ça, c'est ma validation, ma confirmation. OK, l'approche, en tout cas, je pense que l'approche, elle est bonne. Avec l'importance de Donc, théorie, exemple, activité pratique avec rétroaction, exercice, pardon, avec rétroaction, 3 éléments-là qui sont très intéressants, très importants. Joanne, Stéphane disait que tu allais être d'accord avec lui. Est-ce que tu veux ajouter d'autres éléments? Oui, se rappeler qu'une formation, c'est un parcours. C'est pas juste l'événement de la formation comme tel. Donc, c'est important de préparer les apprenants en amont, c'est-à-dire leur envoyer un article à lire, leur envoyer un exercice, faire un premier bilan pré-atelier. Pendant l'atelier comme tel, moi, j'utilise souvent l'acronyme AIDE, comme A, s'assurer qu'on est capable de capter puis de maintenir l'attention. En les faisant bouger, en les faisant participer, on n'est pas obligé de rester collé sur notre PowerPoint. I, c'est des interactions, c'est-à-dire les faire travailler ensemble aussi, parce qu'ils aiment beaucoup travailler ensemble. D, c'est pour les data, c'est s'assurer qu'on leur donne toutes les références disponibles. E, c'est pour l'émotion, comme Stéphane disait, s'assurer qu'on a des exemples concrets, qu'on raconte des histoires, des anecdotes qui sont directement en lien avec des concepts qui parfois sont bien abstraits, fait qu'on est obligé d'aller chercher des analogies, des métaphores qui vont faire que les gens, ça va être facile à comprendre parce qu'ils apprennent avec leur connaissance antérieure. Fait que si je suis capable de faire des liens entre les nouveaux concepts et les connaissances antérieures, ça va être gagnant. Et je te dirais que la partie la plus importante, c'est après. Fait qu'il faut interrompre la fameuse courbe de l'oubli qui, déjà après 24 heures, est en action. Donc, après 24 heures, c'est important d'envoyer un courriel, dire « Prenez le temps d'écrire ce que vous vous souvenez. » Et c'est assez impressionnant à savoir qu'est-ce qu'ils ont oublié.
Et un autre appel peut-être une semaine plus tard, puis même un mois plus tard, faire des rappels pour ce qu'on appelle la récupération en mémoire, c'est que les gens vont réactiver les connexions qui ont été construites durant l'apprentissage. Donc ça, c'est juste des petits exercices. Des fois, c'est d'envoyer, je ne sais pas moi, un petit jeu par courriel qui peut faire toute la différence ou leur dire, en avez-vous parlé avec votre conjoint ou en avez-vous parlé avec vos enfants? Enseigner à quelqu'un. C'est des trucs à leur donner pour s'assurer que ça reste encore bien vivant dans leur tête. Puis c'est sûr que pratiquer, puis avoir moi, je finis toujours avec un projet final qu'on évalue un mois plus tard. Donc, je leur envoie tous les critères, on voit le projet un mois plus tard, puis là, on voit qu'est-ce qui a collé dans leur mémoire. Est-ce qu'ils ont pu vraiment transférer ce qu'ils ont appris dans un projet concret? Donc, c'est un long parcours. C'est pas quelque chose qui arrive, tu sais, juste, je donne en 2 heures, puis c'est fini, là. Le projet est fait sur la période de 30 jours ou ils le font au début puis vous en reparlez 30 jours plus tard? Non. Et c'est un projet qu'on dit au départ qu'on va le travailler, mais eux vont appliquer ce qu'ils ont appris pendant OK. les 7 heures dans le mois qui suit, puis après ça, je les rencontre, puis on voit ensemble si le fameux feedback post-formation qui est hyper important parce qu'ils peuvent apprendre des affaires tout croche, là. Intéressant, intéressant. Mélina, de ton côté, veux-tu faire du pouce là-dessus? Ouais, c'est ça. C'est combien de temps est-ce que tu me donnes pour expliquer ça? Vas-y, on a du temps. Ben, écoute, je fais du pouce sur tout ce que vous avez dit, Joanne. Ce que tu dis, c'est merveilleux. Fait qu'une formation devrait toujours être un parcours, point. OK? Toujours, toujours, toujours. Donc, il y a un avant, il y a un accueil, il y a la formation, puis il y a un après. Ça, c'est clair. Fait que quand on prépare une formation, on ne devrait pas préparer juste ce qui se passe, admettons, dans la classe ou en direct. Il faut préparer tout ce qui va avant puis après. Parce que, admettons qu'on va au gym pendant 7 heures de temps, une fois. Emmanuel, coach, là, on va être vraiment, vraiment raqué le soir, là, vraiment, vraiment beaucoup. Mais dans 3 mois, si on n'est jamais retourné au gym, ben, il n'y aura aucun résultat. Fait qu'une formation, il faut s'assurer qu'il se passe quelque chose. Fait que là, Joanne a parlé des courbes. Là. Après 24 heures, après une semaine, après un mois, il faut absolument réactiver. Ben, soit vous le faites vous-même avec des outils. Manuel, Joanne parlait d'outils qu'il avait déjà développés. Soit est-ce que tu t'assures dans la formation que la personne se fasse un plan d'action pour après. Ça, c'est la chose à faire. Fait que dans une formation, il y a le début où est-ce que logiquement, il faut que tu fasses une préparation mentale à l'apprentissage. Si tu ne fais pas ça, tout ce que tu vas pitcher comme information, comme activité ne sera pas greffé, la personne ne sera pas prête à apprendre. Puis à la fin, il faut que tu fasses un plan d'action de qu'est-ce qui va se passer après. Parce que si tu ne fais pas ces deux choses-là, ce que tu fais dans la formation, ça doit être parfait, ça ne servira à rien. Fait que je peux résumer ça de même sur une formation de 36 heures, 45 heures qu'on pourrait donner là-dessus. Ah, comme petit mini commentaire, Mélina, puis, Mélina, Joanne, puis aussi Manuel, vous utilisez des analogies, des métaphores. Hein? Et puis ça vaut la peine, je pense, d'utiliser ça aussi pendant une conférence, pendant une formation. Ça marque, hein? Quand il y a des images, qu'on part du connu pour aller vers du pas connu, ça reste davantage dans la mémoire. Fait que, ça aussi, c'est un gros plus. Oh. Manuel, veux-tu ajouter quelque chose? Je trouve ça tellement intéressant. On dirait que là, je suis en train de le processer. C'est pour ça que je suis plus là à poser des questions. Oui, c'est que ça te touche toi aussi. Toi aussi, t'es formateur depuis un bon moment. Là, fait que Oui, sûr que c'est un exact. sujet qui te Oui, c'est ça. tient à cœur. Ben moi, c'est sûr que je trouve que tout le monde, mais particulièrement les deux dames, sont beaucoup plus positionnées que moi pour parler de la pédagogie parce que c'est leur spécialité, en quelque sorte. Moi, je l'ai appris sur le tas, tu sais, à la dure. Même si j'ai ça à cœur, puis même si je mets beaucoup d'efforts, c'est sûr que j'ai pas forcément les techniques parfaites. Mais moi, chez moi, c'est super important que la formation, ce soit pas juste magistral, c'est pas juste Manuel qui parle en avant, puis à la fin, il y a une période de questions, puis personne ne pose des questions, là. Ça, j'ai vécu ça trop souvent pour pas faire ça. Donc, oui, évidemment, j'ai du contenu théorique où c'est plus magistral parce que là, c'est moi qui ai les connaissances, c'est un peu obligatoire. Mais tout de suite après que j'ai amené une théorie, j'ai la chance que moi, mon sujet soit
soit visuel. Donc, je montre des vidéos démonstratives, plusieurs vidéos démonstratives où là, les gens, l'attention est complètement changée. Là, on écoute quelqu'un parler qui est un peu plus statique. Le cerveau fait des liens. Puis après ça, on s'en va avec quelque chose qui est, tu sais, puis assez souvent, c'est ludique, ça sort de l'ordinaire, c'est des vidéos qui choquent. Il y a quelque chose qui est vraiment pas hollywoodien, là, j'irai pas jusque-là, là, mais qui est plus captivant, qui est plus croustillant. Après ça, il y a de la discussion qui est complètement dynamique. Moi, je n'ai pas de période de questions. Ça se fait tout au long du processus. De là, mon obstination à créer des groupes de 6 personnes, pas plus, parce que je veux que, tu sais, c'est dit à l'avance. Il faut que ce soit dynamique. Vous avez une question, vous ne la retenez pas, c'est là que ça se passe. Puis souvent, on digresse dans plein d'autres. Puis là, ben, évidemment, j'ai des exercices pratiques aussi qui viennent avec ça. Fait que je dirais à peu près un 60 du temps où ils sont un petit peu plus passifs, mais en apprentissage. Puis ça inclut les vidéos. Mais un 40 où ils sont soit dans la discussion, soit dans les exercices pratiques. Fait que je trouve que c'est relativement bien balancé pour le pendant. Donc, ma force, moi, c'est surtout le pendant. C'est là où je me rends compte que j'ai des lacunes quand même avec le avant. Le après, ben, j'ai expliqué que moi, c'était un choix pour moi de ne pas faire de après. Par contre, justement, pour parer à ça, pour atténuer le fait que je suis très conscient que c'est pas la meilleure des méthodes de ne pas avoir d'accompagnement, j'ai développé des outils pédagogiques dont ils peuvent se servir facilement. Et au-delà de ça, ben moi, ma structure, c'est Synergo 1 qui est 2 jours. Un mois après, il y a Synergo 2, puis un mois après, il y a Synergo 3. Donc, c'est quand même un parcours où on revisite ce qu'on a vu avant, puis qu'il y a une restimulation des notions. Donc, c'est pour moi puis je terminerai en disant que j'ai vraiment une chance aussi unique d'avoir un sujet qui, je pense, est très, très, très stimulant pour les gens. Donc, les gens, moi, ils sortent de ma classe, je leur donne pas de devoir, j'ai pas besoin. Ils regardent tout le monde comme ça. Ils sont bien, bien, bien intéressés à savoir qu'est-ce qu'ils peuvent voir dans le body language des gens. Donc, j'ai pas besoin de leur donner des devoirs qu'ils font. Est-ce que c'est parfait? Non, absolument pas. Mais je pense que j'atténue bien le tout euh, sans avoir des gros éléments techniques d'accompagnement. Mais Peux-tu me évidemment, donner peux-tu me donner des exemples de tes outils pédagogiques? Oui, j'en ai des statiques. Donc, j'en ai qu'on appose vraiment sur le bureau. Ceux-là sont un peu plus loin, là, puis ils prennent plus de place. Mais dans là, je donne vraiment ça, c'est vraiment un bonus, là. J'ai développé quelque chose, mon gros game changer, là, malgré tous les autres outils, c'est celui-là. C'est que moi, j'ai d'abord misé sur les cahiers, hein. Le contenu est dans les cahiers, puis je me disais, la grosse, grosse, grosse nuance est à travers ma bouche dans la classe. La moindre nuance est dans les cahiers, mais les cahiers sont super bien brandés. Il y a des sections de notes à chaque module. C'est facile de s'y retrouver. C'est visuellement très repérable, puis c'est plus condensé, moins nuancé. Et puis là, je me suis rendu compte avec les années que les cahiers, ben, une fois qu'ils se retrouvaient dans la bibliothèque, ils n'étaient plus jamais rouverts, puis ils ramassaient la poussière. Fait que là, je me suis dit, OK, c'est le fun, les cahiers, mais ils servent juste dans la classe ou à peu près. Puis mon gros game changer, ça a été les éléments statiques qui restent sur leur bureau, mais surtout ça que je vais vous montrer. C'est des aides-mémoires où il y a, là, même si on ne voit pas parfaitement, c'est pas grave, là, mais moi, tu sais, moi, j'offre 60 indicateurs corporels clés à repérer pendant les 6 jours. Puis là, ça tient dans un porte-clés. Ça se traîne littéralement dans des poches, dans une sacoche, dans un tiroir de bureau, dans l'auto. Donc, les gens prennent ça partout. Et c'est en quelque sorte la version non nuancée de ce que j'enseigne, mais la plus portative, puis c'est un genre de rappel. Donc, les gens, ils ont eu la nuance verbale, ils ont eu la nuance dans leur cahier de cours, ils ont un paquet de notes, mais quand ils veulent s'en servir au day-to-day, ça, c'est un genre de rappel. Ils l'ont toujours dans le visage. Ils rencontrent un client. Ah, j'ai vu ça, mais je me suis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, quand le client s'en va, ils vont voir là-dedans comme dans un dictionnaire de poche. Puis ça, c'est vraiment un game changer. Je dirais que l'application de mes participantes a augmenté d'à peu près 50 depuis que j'ai développé ça. Fait que voilà. Super tips. Merci de nous l'avoir partagé. Moi, ça va me prendre une trousse d'outils pédagogiques. C'est clair. Euh, Mélina t'a dit quelque chose que j'ai trouvé bien intéressant. La formation, avec ton analogie avec le gym, tu disais, ben, si on fait 7 heures de gym et on n'en refait plus pendant 3 mois, on n'aura pas de résultats. Mais est-ce que ça voudrait dire que dans un monde idéal, une formation, on devrait éviter de faire des blocs, je ne sais pas, moi, de 3 heures ou de 6 heures et d'étaler ça dans le temps? C'est sûr que là, bon, par rapport à la gestion de temps et l'horaire des participants, ça serait difficile. Mais tu sais, vous, Et on Joanne, pense juste au Mélina, on sait cerveau, que admettons, vous puis qu'on ouais, pense c'est aux ça. contraintes, là. OK, ouais, si on pense juste oui, au cerveau, exactement, est-ce que Honnêtement, la meilleure façon d'apprendre?
Ça prend une préparation mentale avant d'être capable de parler d'un sujet. Aller activer des connaissances antérieures, aller ouvrir les tiroirs du bon endroit où est-ce que tu vas aller brancher des nouvelles connaissances. Donc, il faut prendre le temps de faire ça. Fait que, quelle longueur ça va prendre en fonction du contenu? Bien, ça va toujours être différent. OK? Mais c'est sûr que moi, personnellement, il y a une chose que j'ai créée comme produit qui est la chose que tous mes clients ont accès, c'est le Level Up que j'appelle. On vient à toutes les semaines de l'année, une demi-heure de temps, faire un atelier de co-développement toute l'année. Fait que mon 36 heures, moi, Emmanuel, il est sur un an au complet. Fait qu'on se voit à toutes les semaines de l'année, sauf pendant les vacances. Pendant une demi-heure. Fait que qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on vient voir qu'est-ce qu'on a vu la semaine dernière, qu'est-ce qu'ils ont fait, puis là, on continue sur des sujets différents pour les managers coach. Fait que, parce que moi, ça représente mieux le fait qu'on va aller, Stéphane, tu disais tantôt, chercher juste un truc. Parce que même si je prends une formation de 8 heures de temps, si je viens chercher un élément, je vais être contente. Parce que logiquement, s'ils se souviennent de 10 de ce que tu as dit, tu es content. Fait que, tant qu'à faire 7 heures de temps, où est-ce qu'ils vont tirer un élément qui est super pertinent pour eux, bien, en une demi-heure, tire une chose, applique-le pour vrai dans ta semaine. On revient à une autre demi-heure la semaine prochaine, applique-le. C'est pour ça que j'ai créé ma formule de cette façon-là, moi. Parce que justement, il va graduellement, puis ils n'ont pas le choix, on se revoit la semaine prochaine, puis je lui demande qu'est-ce qu'ils ont fait. Fait qu'on construit doucement les choses. C'est un petit peu pour remettre en application des principes que notre cerveau apprécie, admettons, en apprentissage. Intéressant. J'ai envie de profiter du moment, puis on arrive vers la fin, là, mais j'ai envie de profiter du moment qu'on a des conférenciers, entre autres Stéphane qui fait beaucoup de conférences, Joanne qui fait des conférences aussi, pour vous demander spécifiquement, excuse-moi, Mélina, mais Emmanuel, les quatre, vous en faites, spécifiquement dans un format conférence. C'est différent d'une formation, évidemment, ça se fait sur 1 heure et demie, parfois plus court. Comment on la bâtit pour la rendre intéressante, pour maintenir l'attention? Tu sais, là, en conférence, on n'a pas beaucoup de temps pour aller chercher l'attention. Ensuite, il faut la maintenir, il faut rester intéressant. C'est quoi vos tips par rapport à ça? Peut-être, Stéphane, de ton côté? Encore une fois, l'utilisation de métaphores, d'analogies. Okay, ça, c'est ton arme secrète, là. C'est mon arme secrète. Utiliser aussi des objets. Donc, un objet physique qui va être un symbole d'un concept, avoir quelque chose de physique. Joanne, je suis sûr qu'elle va être... Joanne, je sais qu'elle en utilise aussi. Alors, utiliser des objets. Présenter la structure aussi, une structure qui est simple, là, que les gens soient capables de me suivre. Là. Qu'on ne pas perdre le fil de la structure de la conférence. Des exemples aussi, c'est toujours gagnant. Des exemples soit cliniques ou des exemples de cas. Là. Donc, bien dosé au niveau de la théorie, parce que dans un format 1 heure, ça pourrait être un piège, je présume, d'aller trop en profondeur dans un sujet donné. Là. Exact. Joanne, de ton côté? Ben, moi, je dis souvent, quand on développe une conférence, il faut que tu fasses une bonne introduction, c'est-à-dire que tu plonges rapidement dans ton sujet. Tu ne commences pas à parler de ta vie puis de tous tes crédits. Tu plonges directement dans le sujet. Il faut que tu surprennes les gens. Il faut que tu faut émouvoir aussi les gens ou partir d'un fait d'actualité ou utiliser, comme Stéphane disait, un objet physique qui va les surprendre. Et puis après ça, on embarque dans 3 thèmes. On ne devrait jamais avoir plus que 3 thèmes dans une conférence. C'est beau. Moi, j'appelle ça le GPS des conférences. C'est beaucoup plus facile à suivre quand j'ai 3 thèmes. Bon, je peux aller un petit peu plus loin à travers chaque thème et faire une conclusion qui va être un bon résumé rapide. Parce que là, on a donné plein d'informations, mais si je ne prends pas le temps de résumer ce que j'ai donné, ensuite, je vais leur donner un call to action aussi. Qu'est-ce que je suis capable de faire avec ces informations-là demain matin? Donne-moi 3 idées, là. Puis finalement, finis avec quelque chose qui va m'inspirer, qui va me donner le goût de commencer ça tout de suite après la conférence. Parce que trop souvent, je vois des conclusions avec des points d'interrogation ou un beau merci. Y a-t-il quelque chose de plus ennuyant que de finir comme ça?
C'est comme, non, non, finis par une question. Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire avec ça demain? Finis avec une image qui va vraiment leur donner le goût ou finis avec une citation d'un personnage célèbre qui va vraiment aussi leur donner le goût d'en savoir plus. Mais dans le fond, dans une conférence, là, le but premier, c'est de susciter l'intérêt et de piquer la curiosité pour un sujet en particulier. Tu veux donner le goût aux gens d'en savoir plus. Tu n'iras pas plus loin que ça, même si ça prend 1 heure. Mais si tu leur as dit, c'est quoi les 3 choses à retenir, comment ils peuvent mettre ça en action, puis go, 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 t'es pas mal en business. La job est faite. Donc, limiter le nombre d'éléments, susciter l'attention, être dans l'émotion, inspirer. Storytelling, beaucoup. Et finir avec une conclusion très actionable, qu'on dit en anglais, là, dans l'action pour leur donner envie de se mettre en action. Manuel, veux-tu faire du pouce là-dessus, ajouter quelque chose? Pour une fois, avant de laisser la dame Mélina avant moi, je vais juste dire, j'aurais pu calquer exactement ce que Joanne a dit. Je suis complètement d'accord avec ça. Je n'ai rien à ajouter. OK. Puis Mélina, as-tu quelque chose à ajouter? C'était vraiment des super bons points. Si les gens font ça pour vrai, ça va être donc bien le fun d'aller voir les conférences. Mais c'est vrai que c'est on point. C'est vraiment... Oui, Stéphane? J'ajouterai un point, mais c'est valable, en tout cas, de mon point de vue, c'est valable en conférence et en formation, mais d'ajouter une touche d'humour. Ah oui. Ben oui, quand on parlait de surprendre le monde, le faire dans l'émotion, les faire rire. Puis peut-être, moi, je conclurais sur ce thème-là en disant quelque chose que moi, je vois et que je trouve important, c'est qu'une conférence, ça ne s'improvise pas. Il y a plusieurs personnes qui se présentent comme conférenciers. Je leur demande, as-tu une conférence? Et on me dit non. Mais tu n'es pas conférencier. C'est comme si tu veux faire des conférences, pareil comme un humoriste. Si tu veux être humoriste, ben, commence à faire des 5 minutes, puis d'un 10 minutes, puis éventuellement, tu vas avoir un show. Mais ça se travaille un peu comme un humoriste va monter un show d'humour. Ou voilà, donc je conclurais par rapport à ça. Je trouve que c'est une nuance importante. OK, comme dernière question, ben, avant de faire un tour de table où vous allez pouvoir nous dire où on peut vous rejoindre, etc., etc., j'aimerais ça savoir si, si vous utilisez soit des nouvelles tendances pédagogiques ou des fois des nouvelles technologies avec l'apparition de l'intelligence artificielle, pas l'apparition, mais vraiment l'entrée en force de l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez? Est-ce qu'il y a moyen d'utiliser ça, mais à bon escient? Pas tomber dans le piège de faire la formation au complet, évidemment. Mais est-ce que c'est des choses que vous utilisez? Avez-vous des outils, des technologies, des nouvelles méthodes pédagogiques que vous explorez actuellement? Moi, je vais répondre super vite en disant pas moi. Même pas l'intelligence artificielle pour t'aider dans tes recherches, tu touches pas à ça? Zéro. Ben, je dis pas que c'est pas bon, c'est juste que je le fais pas. Je n'ai pas encore vu l'intérêt pour moi. OK. Puis les autres? Moi, un petit peu, c'est-à-dire, j'avais voulu créer un. Je ne sais pas comment ça s'appelle, des mots. C'est-tu des mots, mots cachés, mots croisés? En tout cas, on a des questions. Ben, c'est comme un mot croisé en quelque sorte, là. On a une question. On va sur j'avais trouvé ça sur Internet. Donc, j'écris la question et la réponse. Donc, les questions, les réponses. Et le système va me créer comme un mot croisé. Et là, les mots vont se croiser, puis les gens doivent deviner c'est quoi le mot, aller le placer au bon endroit, puis compléter. Et c'est un quiz, en fait, là. Donc, c'est ludique. Et puis, c'est un logiciel qui m'avait aidé à faire ça. Sinon, je n'utilise pas tant les nouvelles technologies, là. OK. Même pas l'intelligence artificielle, toi non plus, tu y Pas touches pour pas? les conférences, non, je ne suis pas rendu là, non. OK. Puis Mélina, de ton côté? Et faire du pouce sur les gars, 0. Décidément, vous n'aimez vraiment pas ça. Pire que ça, moi, j'ai décidé de me différencier. J'ai créé un jeu de société que tu es obligé d'être en présence avec des pions puis des dés pour me différencier de tous ceux qui sont rendus en ligne parce qu'on a besoin de toucher, bouger, de voir du monde pour pouvoir apprendre mieux. OK. Intéressant. Puis Joanne, de ton côté? Oui, moi, je m'en sers. Beaucoup ChatGPT, Claude. Je m'en sers pour créer des images, pour créer des quiz, chercher des analogies et des métaphores.
Je lui dis qu'est-ce que je veux représenter, puis là, il va me sortir toutes sortes de trucs. C'est assez impressionnant. Même pour développer une présentation à partir d'un texte. Ça s'appelle gamma.ai. Et il prend mon texte et il le met dans une présentation. Puis après ça, bon, là, il faut que j'épure, mais ça se fait en très peu de temps. Donc, j'expérimente beaucoup. Je peux pas dire que... Puis quand je veux aller chercher des données probantes, je me sers de Elicit, ELICIT.ai, qui, si je lui dis j'ai besoin de toutes les données probantes sur ce qui a trait aux présentations multimédia, là, il va me sortir un paquet de recherches. On peut mettre des filtres depuis telle année. Donc, oui, j'ai suivi une formation d'ailleurs pour comment monter une formation à l'aide de l'intelligence artificielle. C'est assez impressionnant. J'essaie de suivre ça juste pour être dans la parade aussi, là, pour ne pas être trop outsider. Puis, quand on est rendu à mon âge, on a toujours peur d'être mis de côté. Fait que j'essaie de continuer à garder l'intérêt par rapport à ça. Super intéressant, Joanne. Moi aussi, je l'utilise et un peu comme toi dans la phase de création. À différentes sources. Des fois, c'est pour lui demander des suggestions. Des fois, c'est des livres que j'ai lus, mais il y a des choses que, bon, plutôt que de chercher dans le livre, ben, je lui faut poser des questions par rapport au livre. Il y a des choses comme ça. Des fois, j'ai besoin d'une référence pour appuyer une théorie. Je peux lui demander des suggestions, puis après ça, je peux aller voir les études. Tu sais, il y a des façons de l'utiliser en mode hybride où on se blinde au fait qu'il pourrait nous donner de la fausse information en contre-vérifiant. Mais quand même, ça peut accélérer beaucoup le processus. Tu vois, Illicite, c'est de ce que je comprends, ça sert un peu à ça, là, de te sortir différentes références sur un sujet donné. Oui. L'autre chose aussi que j'utilise, c'est Phantom. Quand je rencontre des fois, je vais rencontrer les formateurs avant dans une rencontre Zoom. Et lui, il va tout enregistrer la conversation et il va même me faire un résumé de la conversation. Et ça, c'est précieux là, quand tu viens pour monter ta formation après, parce que là, tu vas voir c'est quoi les points, mais tu as tout le verbatim, mais tu as aussi un résumé qui est super intéressant. Là. Oui, c'est bien ça. Tu vois, c'est dans Zoom. Je l'ai vu à l'occasion, dans les tables de discussion, certains panélistes qui se connectaient, puis je me disais, c'est qui ça? C'est quoi cette personne-là qui est connectée pour me rendre compte que c'était une intelligence artificielle, justement, qui faisait ça? Ah, ben merci. Merci pour le partage. Peut-être que ça va donner envie aux autres, à Stéphane, Mélina et Manuel, d'explorer ces options-là. Donc, Manuel se dit non, désolé. Super, ben on va faire un dernier tour de table pour conclure la table. Donc, peut-être juste nous dire où on peut vous suivre sur les réseaux sociaux. C'est la minute promo, là. Donc, si vous avez quelque chose à plugger, une newsletter, un livre, peu importe, n'hésitez pas. Et puis, même un lead magnet, une gratuité, là, c'est le bon moment de le faire. Puis moi, par la suite, ben, quand je vais mettre la table sur le site, ben, je vais mettre les liens là, vers vos éléments. Donc, on peut commencer avec Stéphane. Oui, alors je publie sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et surtout sur LinkedIn, à peu près 2 textes par semaine depuis quand même plusieurs années. Donc, c'est un réseau social que j'aime beaucoup. J'ai mon site web stéphanemignaud.com et j'ai publié en janvier 2024 un livre qui s'appelle Sympathique, comment communiquer avec les 16 types de personnalités, publié chez Septembre Éditeur. Super, il faut aller se procurer ça. Excellent livre, en tout cas, bonne critique jusqu'à présent. Joanne Martel, de ton côté. Moi, de mon côté, surtout LinkedIn, c'est là que je publie le plus souvent. J'ai un site web qui s'appelle présenterautrement.com, Présenter autrement tout ensemble. Et là, vous allez avoir des ressources. J'ai un blog, il va y avoir une quarantaine de blogs, comment faire une intro, comment faire une conclusion, bref, plein de trucs. Et je vais aussi avoir une espèce de liste d'inscription pour ceux qui veulent savoir quand mon fameux livre va être publié. Alors, les gens vont pouvoir s'inscrire. J'appelle ça la liste des intéressés. Il n'y a aucune obligation d'achat, mais au moins, ça me donne le coup de pied pour continuer. Et cette liste-là, est-ce que tu as déjà un formulaire de prêt ou ça va venir dans le futur? Ah, Non, OK. mais Fait que tu pourras me le partager. Tu pourras me le partager, puis je vais le mettre sur le site. ça marche. Mélina Dufault, de ton côté.
Oui, alors sur LinkedIn, effectivement, je suis présente, Mélina Dufour. Je publie une fois de temps en temps, pas mal quelques fois par semaine, en fait, là. Sinon, moi, Level Up va avoir 3 ans le 1er avril. Donc, ça, je suis vraiment contente. Depuis 3 ans, j'ai des gens qui sont là à toutes les semaines. Super intéressant. Et le jeu, Motivation, je fais des présentations publiques une fois de temps en temps. Fait que la prochaine est au mois de mai pour que les gens puissent venir faire l'atelier Motivation puis jouer pour apprendre de façon ludique, puis ensuite faire leur plan d'action pour développer leur motivation. Est-ce que c'est un jeu qu'on peut aussi se procurer en magasin? Ça va peut-être faire partie des choses là, cet été. Est-ce que je mets l'énergie pour aller voir des maisons d'édition où je m'auto-édite, là? Mais ça fait partie des projets, effectivement, OK. D'accord. Donc, c'est à venir. à venir. Excellent. Et toi, Manuel? Avant de me brancher, j'avais envie de dire tu sais, qu'il y a une piste qui est quand même intéressante, là, parce que là, on a vu que moi, j'ai trouvé que la discussion était vraiment, vraiment généreuse, puis professionnelle, puis très qualitative. Là. Mais tu sais, j'ai envie de dire aux gens qu'ils peuvent faire du mentorat aussi. Hein. Du mentorat, moi, dans ma tête, à moi, par définition, c'est gratuit. Là. Puis ça ne veut pas dire que les gens ici, là, présents, vont répondre aux 100 appels qu'ils vont avoir pour donner de leur temps gratuit. C'est juste que je pense que les gens en démarrage, hein, parce que c'est à eux qu'on s'adresse, là, les solos, souvent qui se démarrent. Les gens seraient peut-être surpris de voir à quel point les gens qui ont un peu atteint ce qu'ils veulent atteindre sont généreux de leur temps, sont prêts à mettre une petite heure ici et là pour leur donner de bons conseils. Là. Fait que ça, j'avais envie de dire ça. Là. Moi, j'en fais beaucoup. Il faut même que je me modère. Là, parce que c'est ça. C'est pas très payant, mais bon, c'est passionnant. Puis maintenant, ben, pour me brancher, ma compagnie s'appelle Synergo, SYNER, trait d'union Go. Le site web, il y a beaucoup d'infos là, mais sinon, je passe beaucoup par mon branding personnel, même s'il y a des pages pro qui existent sur tous les réseaux. Mon réseau de prédilection, c'est LinkedIn. Là, je suis en amour moi-même avec ma chaîne YouTube parce que je fais pas du clickbait. Je fais vraiment une chaîne éducative, donc je m'en fous de pas avoir 1 million de vues, mais je veux que les gens apprennent quelque chose à chaque capsule. Donc, quelqu'un qui veut aller chercher de l'information gratuite est là, au lieu de se promener dans mes posts partout. Mais sinon, Facebook, Instagram, puis même TikTok maintenant. Excellent. Merci. Merci beaucoup à vous quatre pour votre générosité. Manuel, tu l'as dit, conversation tellement qualitative. On a appris beaucoup. Vraiment, c'était extraordinaire. Je suis vraiment, vraiment content de la table. Donc, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui vont écouter la table. J'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez en savoir un peu plus sur Empire Solo, vous pouvez vous rendre au empiresolo.co/, je m'abonne. Donc, merci beaucoup. Merci à tous. Puis on se dit à la prochaine pour une autre table Empire Solo. Bye bye.